Bienvenue. Merci d'être ici pour participer à ce colloque annuel de l'Union rationaliste, dont le thème peut être un peu provocateur cette année est Science et démocratie, un couple à problème. Alors, je le dis de suite, c'est pas encore un couple qui divorce. Mais néanmoins, c'est un couple qui doit se réinventer, et je vais dire quelques mots à ce sujet. D'abord, pourquoi ce colloque maintenant ? Tout simplement parce que les deux membres du couple sont attaqués. J'en dirai quelques mots. Et aussi parce que la lucidité nous oblige à regarder ce que peut-être nous préférerions ne pas voir dans cette difficulté de ce couple. Commençons par les menaces. Les menaces obscurantistes et politiques sont bien réelles. D'un point de vue des obscurantistes, d'abord il y a le mécanisme bien rodé qui est connu, qui a été des semeurs de doute, qui a commencé avec un grand succès par les pétroliers, puis l'amiante, le tabac, et plus récemment le climat et toujours les mêmes recettes de mise en doute de la parole scientifique quand elle dérange. Mais on y reviendra. Et puis, d'un point de vue plus institutionnel, aux États-Unis, on a vu les coupes brutales qui sont opérées en ce moment même, ou qui ont déjà été opérées, que ce soit le NIH, le PA, l'NOAA, et d'une manière générale, toute attaque contre les tentatives de suivi de la transition, de la modification climatique ou de la vaccination. Mais politiquement, l'autre membre du couple, là aussi est attaqué. On le voit aux États-Unis particulièrement, mais pas que. L'attaque contre les juges, vous avez tous vu, la lutte qui est effective en ce moment aux États-Unis avec la justice, les médias aussi, la prise de position des médias, et ça on voit bien que ce n'est pas qu'aux États-Unis, les universités, en fait, tous les piliers essentiels de la démocratie sont attaqués de manière assez systématique. Malheureusement, les exemples que je viens de prendre aux États-Unis, ce n'est pas que les États-Unis qui sont soumis à cette double attaque. On peut parler de la Hongrie, même si nous avons des espoirs récents, la Russie, l'Italie et la France aussi, d'une manière peut-être plus discrète pour le moment, mais néanmoins on voit les mêmes choses à l'œuvre. Bien, maintenant j'aimerais vous parler de l'impératif de lucidité. D'abord parce qu'elle est au fond même de la démarche scientifique, qu'on peut résumer peut-être par l'acceptation sans aucune condition des résultats de l'expérience. Vous allez dire, mais pourquoi il parle de ça? Je vais y venir. Mais avant, je veux dire que non seulement c'est le socle de la méthode scientifique, mais que s'y soustraire, c'est exactement ce que font les obscurantistes que nous combattons. Donc, les leçons d'expérience doivent être prises en compte. Or, l'expérience chinoise, les conclusions nous sont peut-être un peu désagréables. En effet, on peut dire que la Chine a ébranlé les certitudes héritées de l'Occident en matière de développement et de gouvernance. Les succès de la Chine sont inouïs. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu un développement aussi exponentiel pendant aussi longtemps. Et ce qui compte, c'est le aussi longtemps, c'est pas une petite période. Sortir des centaines de millions d'hommes de la pauvreté, partir d'un état relativement arriéré technologiquement qui est maintenant au premier plan, que ça soit évidemment les choses d'importance économique comme les batteries, tout ça, mais aussi le satellite Missus, le premier satellite de contact par communication quantique intercontinentale, ce que vous allez voir leur succès maintenant dans l'espace, etc. Donc le résultat de l'expérience chinoise, c'est que la thèse « le succès à long terme est réservé aux démocraties » est empiriquement réfutée. Le nier serait notre propre obscurantisme. C'est très désagréable à réaliser, mais je pense qu'on ne peut pas le prendre en compte. Maintenant, c'est une certaine forme de capture, et en l'occurrence, le succès, c'est quand même c'est une technocratie qui gouverne par l'ingénierie.
et qui ont été les moteurs du succès de la science, et l'ingénierie n'est pas toute la science. Précisément, on peut voir qu'en Chine, la science qui sert est financée, la science qui dérange est étouffée. C'est peut-être là un des points où nous pouvons être vraiment différents. Malheureusement, les démocraties aussi font de même, d'écarter la science qui dérange. Et nous avons un nouveau risque symétrique, porté cette fois-ci par les barons de la Silicon Valley. Cette technocratie privée est tout aussi exclusive. Cette fois, l'idée, c'est un pouvoir plutocratique qui capture, en gros, le pouvoir politique au nom d'intérêts privés. Donc, nous avons un risque symétrique avec deux formes de capture, aussi bien autoritaire et plutocratique. Et le défi pour nous, c'est de s'appuyer sur toute la science sans capture d'aucune sorte, et donc y compris la science qui dérange. Encore une fois, il faut aussi rappeler un autre point, la démocratie ne peut pas se contenter de ces mécanismes procéduraux. Toutes les formes, la constitution, etc., tout ce qu'on raconte. Encore une fois, j'aime à rappeler, c'est des choses que mon père me disait déjà dans ma jeunesse, d'un point de vue formel, l'Union soviétique était parfaite. Constitution, tribunaux, etc. etc. Donc on ne peut pas se contenter des mécanismes procéduraux. Et on peut dire d'une manière, je prends un peu l'anglicisme, il faut délivrer. Délivrer, c'est-à-dire avoir des résultats concrets. Et quand on regarde les résultats d'une partie de nos démocraties en ce qui concerne un des enjeux majeurs de notre temps, qui est la transition climatique, on ne peut qu'être très attristé de l'espèce d'impuissance, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait discuter, mais ce n'est pas ce que je veux dire là. Notre défi, donc, est de trouver une voie occidentale humaniste qui ne soit ni chinoise ni américaine. Alors comment? L'Europe, bien sûr, est le seul, à mon sens, le seul espace d'espoir d'une troisième voie. Alors l'Europe a pour elle quand même d'avoir fait quelque chose qui était unique dans l'histoire, qui est une construction entre des anciens belligérants qui, à travers différents processus assez pénibles, ont construit un état de droit, une coopération, une démocratie libérale avec un marché commun, enfin toutes choses qui sont maintenant menacées et de l'intérieur et de l'extérieur, y compris par tous les l'oubli de la mémoire de pourquoi cette construction fut nécessaire et pourquoi elle a demandé autant d'efforts aux pionniers qui l'ont établie. Le problème, c'est que l'Europe a été conçue pour gérer la paix et pas la guerre, aussi bien militaire qu'économique. Et donc, il y a besoin d'un changement assez radical. L'Europe actuelle n'est pas suffisante. Et je vois pas. Et à mon sens, ce n'est pas en France seule qu'on peut peser sur les véritables enjeux d'une voie qui soit humaniste et qui soit donc ni chinoise ni américaine telle qu'elle est. Et même si je ne mets pas un parallèle complet entre les États-Unis et la Chine, bien évidemment, c'est pas le point. Donc, dans ce contexte-là, ce que fait l'UR et que nous explorons aujourd'hui, c'est comme depuis les années 30, éduquer, nommer, résister. Donc ce colloque vise à être un acte de lucidité autant que de résistance. Le fil rouge de la réunion d'aujourd'hui, donc, c'est toute la science sans capture, ni autoritaire, ni plutocratique. Donc nous allons assister à 3 sessions. Une première qui est la menace autoritaire sur la science, des rappels d'hier et d'aujourd'hui, lysenkisme et trumpisme. Puis la deuxième session sur le partage du savoir et la confiance dans les institutions. Donc là aussi, faisant écho à ce qui était déjà discuté ce matin, on parlera d'intermédiation des sources, c'est-à-dire comment c'est capter les sources originales par les intermédiaires de type IR par exemple, mais aussi les fake news en santé, et Jean Jouzel nous parlera de l'importance de l'enseignement. Et enfin, nous conclurons sur les différents ordres de la rationalité. Donc je profite du fait que j'ai encore le micro pendant 1 minute, peut-être moins, pour remercier tous les intervenants et les modérateurs qui vont nous éclairer, nous faire réfléchir et penser. Et sur ce, je passe la parole à notre administrateur, Jean Delabarre, qui est aussi le modérateur de la première session. Je vous remercie.
On va en fait entendre nos deux intervenants. Après chaque intervention, on aura des questions directement sur la partie éventuellement technique, enfin la partie précise de l'exposé. Et à la fin, on aura encore un temps de discussion plus général. Bon, donc, comme l'a dit François, effectivement, il y a dans la période ancienne et récente, parce qu'on pourrait remonter à Galilée, par exemple, les problèmes entre pouvoir politique et science, ils existaient déjà à ce moment-là. On a pu penser que ces problèmes allaient disparaître, mais en fait, pas du tout. Et il y a un exemple, par exemple, en Chine, qui a été assez malheureux avec le Covid. Le cas du lanceur d'alerte, l'ophtalmologue Li Wenliang, qui a été obligé de signer un document reconnaissant avoir diffusé de fausses informations, et un mois plus tard, il mourait du Covid. Ou bien les attaques du pouvoir trumpiste contre le Center for Disease Control. Enfin voilà, maintenant les exemples abondent. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était nécessaire de faire ce colloque. Et on a voulu remonter un peu dans l'histoire ancienne du XXe siècle. Et on s'est intéressé à l'affaire Lysenko. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers un historien, Jan Kindo, qui est professeur au lycée de Privas, et qui a fait des recherches assez documentées sur cette affaire Lysenko et sur Marcel Prenant, qui était un membre du Parti communiste, un biologiste, spécialiste de la biocénose, professeur à l'université, et qui était aussi membre de l'Union rationaliste, et qui a été au cœur d'un problème entre science et politique. Et donc, Jan Kindo a publié un livre, Le labo et la fossile, sur l'histoire de Marcel Prenant. Alors, je n'ai pas pu le lire en entier parce que je l'ai reçu hier, en fait, parce que je l'avais commandé, mais c'est arrivé un peu tard. Et j'ai quand même ouvert quelques pages, et j'ai franchement été très intéressé par la documentation, les notes, en particulier toutes les notes en bas de page, et je vous encourage vivement à lire ce livre, Le labo et la fossile. Mais maintenant, on va écouter directement l'auteur, donc Jan Kindo. Bonjour, d'abord merci à l'Union rationaliste pour cette invitation dont je suis ravi. Donc, je m'appelle Jan Kindo, je suis historien et je viens de publier il y a un mois ou quelques un livre sur Marcel Prenant que vous avez très bien résumé, donc je ne vais pas y revenir. Je vais vous dire un tout petit mot quand même de Marcel Prenant en lien avec notre sujet. Ah, ça s'affiche pas. C'est pas le bon ordre. Celle-là. Ouais, c'est bon. Marcel Prenant, c'est le monsieur qui est représenté à gauche sur le dessin. Un dessin qui a été croqué dans les années 1950 dans un cours à l'ENS, justement, par Gabriel Goho, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui a eu Marcel Prenant en cours et qui m'en a beaucoup parlé. Madame Langevin m'a aussi parlé de Marcel Prenant, qu'elle connaissait. Et donc Gabriel m'avait donné ce livre, ce dessin dont j'aurais aimé qu'il fût la couverture de livre, mais on le trouve à l'arrière. Marcel Prenant était membre de l'Union rationaliste, en effet. Je vous ai mis sa carte de membre de 1937 que j'ai retrouvée dans les archives familiales, mais en fait il était membre depuis le début des années 30. Je ne sais pas à quel point il aurait joué un rôle important dans l'UR en termes de structuration. Je crois qu'il n'a jamais été membre du comité directeur. Il faudrait demander à Sylvain Laurence s'il sait. Mais en tout cas, il a écrit dans les cahiers rationalistes. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il se trouve qu'en avril 1948 c'est l'année du début de l'affaire Lysenko, Marcel Prenant donnait une conférence non loin d'ici, à la Sorbonne. Il était prof à la Sorbonne en anatomie comparée. Et il donnait une conférence pour l'Union rationaliste, qui est ensuite parue dans les cahiers rationalistes, une conférence qui portait sur le thème de l'indépendance de la science, qui était un thème très important à l'époque, qui était porté par l'UR.
Et dans cette conférence, Marcel Prenant dit « Les sciences ont la prétention d'être majeures et n'ont pas besoin d'une censure extérieure qui veille à ce qu'on en use correctement et à ce qu'elles n'introduisent des erreurs dans leur système. » Et très clairement, dans cette conférence, il défend le droit, je cite, « à la libre recherche sans limite ni restriction ». Au moment où il prononce ces mots, Marcel Prenant a très clairement en tête le danger que représente l'influence de l'Église catholique sur le contrôle de la science. D'ailleurs, la conférence s'appelle Réponse au révérend père Riquet. Et il est loin d'imaginer que, en fait, la principale menace sur l'indépendance de la science va éclater 3 mois plus tard, et elle va venir du RSS, le pays que Marcel Prenant présentait, comme beaucoup d'autres de sa génération, comme étant le modèle d'un pays qui alliait la science, la raison et le développement politique. Voilà. Et il eut un choc en voyant cette une de l'hebdomadaire Les Lettres Françaises, qui était un hebdomadaire du Parti communiste, qui rend compte d'un reportage fait par Jean Champenois, le correspondant à Moscou, et qui, à la fin du mois d'août 1948, rend compte d'une session de l'Académie Lénine des sciences agricoles, et il rend compte de la prise de pouvoir par Lysenko sur la biologie soviétique. Marcel Prenant est furieux en lisant cette une, il s'emporte contre ce qu'il voit. Je vous résumerai l'affaire Lysenko, mais vous voyez que la manière dont Jean Champenois le présente, c'est une défense du darwinisme contre, ce qui est un contresens, une défense du darwinisme contre des gens qui y seraient opposés, et le mot important c'est, en haut à droite, l'hérédité n'est pas commandée par de mystérieux facteurs. L'URSS prétend avoir une nouvelle théorie de l'hérédité qui permet de mieux la comprendre et de mieux agir. Voilà. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est comment on en est arrivé là. Comment il est possible qu'un charlatan ait pris le pouvoir dans la biologie, dans un pays qui se revendait, qui est le plus explicitement de la défense de la science parmi tous les pays de l'époque, quels sont les rapports particuliers entre science et politique dans un contexte totalitaire qui expliquent cette situation a priori invraisemblable. Je vais commencer par vous rappeler les faits sur l'affaire Lysenko, qui sont plus ou moins connus, mais qui, j'ai l'impression, sont aujourd'hui largement oubliés. Et pour ça, je vais commencer par revenir dans les années 1920, pour donner un peu de profondeur historique à l'analyse. Quelques éléments de la politique des bolcheviks après leur arrivée au pouvoir en 1917 dans le domaine qui nous intéresse. Le premier point, c'est que les bolcheviks, dès une des toutes premières mesures lors de leur arrivée au pouvoir, ont procédé à une réforme agraire attendue de leur part, qu'ils défendaient dans l'opposition, et qui consistait à distribuer la terre aux paysans. Voilà, c'était les mots d'ordre, le pain, la paix, la terre, et les bolcheviks, en fait, ont légaliser des pratiques et encourager des pratiques de prise de possession des terres par les paysans en disant la terre est à vous, allez-y. Mais ce qu'ont fait les paysans, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans Land and Freedom, le très beau film de Ken Loach, c'est qu'il y a un débat sur comment est-ce qu'on se la partage et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on en a pris possession. Et ce qu'ont fait les paysans, c'est un réflexe un peu spontané. Ils se sont partagés la terre, ils se la sont divisés en petits îlots de terre. Vous avez un grand domaine, il y a beaucoup de paysans qui travaillent dessus, donc ils se la partagent en petits domaines. Ce qui a été une catastrophe agronomique, dans une agronomie soviétique qui était déjà mal en point, et ça n'a pas permis de développement d'une agriculture productive et le développement de techniques d'agriculture modernes, ce dont les bolcheviks se sont rendus compte au fur et à mesure des années 20. Il y a là une mesure de justice sociale un peu élémentaire de leur point de vue, dont ils voient que d'un point de vue agronomique, elle leur pose problème dans la suite. Deuxième élément de la politique des bolcheviks, c'est un soutien clair et manifeste à la science pendant toutes les années 20, avec même une défense de l'indépendance de la science par rapport aux politiques. Bon, ce qui, avec le recul sur l'histoire de l'URSS, surprend souvent beaucoup de gens, mais en fait la politique de Lénine est très clairement celle-là. Vous parliez de la différence entre sciences sociales et sciences de la nature. Dans le domaine des sciences sociales, c'est moins net. Lénine peut très bien dire qu'on se passera volontiers de ces sociologues et historiens qui critiquent le régime, etc. Ils peuvent partir en exil. Par contre, des scientifiques des sciences de la nature qui sont capables de construire des choses dont on a besoin pour édifier le socialisme, là, évidemment, il défend très clairement le fait que ces gens-là sont des alliés, qu'on en a besoin, et qu'il faut les protéger et les laisser travailler, même s'ils sont opposés aux idéaux du nouveau système. Le troisième point, qui est mal connu aussi, c'est l'autonomie de la philosophie par rapport au débat politique qui a cours dans le parti bolchevique et au pouvoir jusqu'à la fin des années 20.
Je peux vous donner quelques exemples, mais disons, dans le domaine de la théorie de la connaissance, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, qui discute des rapports un peu entre la politique et la science d'un point de vue philosophique. Dans ce domaine-là, Lénine est un allié très clair de Plekhanov, qui est un menchevique, et un opposant au nouveau pouvoir à la fin de sa vie, et Lénine est un adversaire de Bogdanov, qui est un bolchevique, qui est membre du parti, qui a des idées différentes de Lénine sur ces questions philosophiques, et Lénine dit très clairement, les questions philosophiques, ce sont des questions un peu intellectuelles, mais elles ne doivent pas dicter notre conduite politique au jour le jour. Par exemple, Axel Rod, qui était une menchevique, a été à la tête des institutions de philosophie et d'enseignement de la philosophie et de l'enseignement du marxisme en URSS pendant toutes les années 20. Donc vous avez une dissociation entre ces questions. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a des débats dans les années 20 en Russie, comme dans tous les pays du monde, en tout cas qui ont une science développée, sur les questions de l'hérédité et de la génétique. Et la Russie est très peu différente des autres pays de ce point de vue-là. Il y a un débat entre lamarckien et généticien mendélien, entre lamarckien et darwinien sur la question des mécanismes de l'hérédité. Ce débat est très semblable à ce qui se passe ailleurs. Peut-être y a-t-il un peu plus en Russie un maintien de l'idée d'hérédité des caractères acquis qui commence à être discrédité largement dans le monde occidental. Cette idée qu'un organisme, un individu peut acquérir des caractéristiques au cours de sa vie et les transmettre à la génération suivante. Disons que la génétique mendélienne, et notamment des scientifiques comme Weissmann, battent ça en brèche à l'époque. Bon, ça a fait un retour dans la science moderne, j'y reviendrai un peu après, mais à l'époque, c'est une théorie qui devient de plus en plus non scientifique, mais beaucoup de biologistes soviétiques sont encore lamarckiens et marqués par ça. Pourtant, le scientifique le plus soutenu par le régime en biologie, Nikolai Vavilov, est un généticien mendélien, et la Russie soviétique, pauvre, ravagée par la guerre civile, enfin dans un état très compliqué, fournit quand même des efforts matériels importants pour permettre à Vavilov de mener ses travaux. Et les travaux de Vavilov pour le futur de l'agronomie soviétique consistent à faire une collecte de graines un peu partout dans le monde. Le gouvernement lui finance des voyages dans des endroits très arides ou au Népal, enfin des endroits vraiment où il essaye de trouver des graines de plantes qui sont particulièrement résistantes. Et il fait quelque chose qui est très moderne, une espèce de banque de données de la biodiversité, avec le but de dire à partir de là, on pourra faire des croisements et progressivement, sur le long terme, fournir à l'agriculture soviétique des plantes qui sont particulièrement adaptées, par exemple à la colonisation agricole de la Sibérie, avec des gènes qu'on aurait trouvés dans des plantes résistantes en haute montagne. Voilà. Donc c'est lui qui est le ténor de la biologie soviétique et de l'inspiration pour l'agriculture. Se produit un tournant à la fin des années 20 et des années 1930 dans le domaine scientifique comme dans beaucoup d'autres. Vous pouvez tout prendre, l'art, la musique, tout ça. Enfin, il y a des ruptures fondamentales qui ont lieu. La première, c'est la politisation des débats philosophiques. Par exemple, il y a un débat en URSS dans les années 20 sur la place de Hegel dans le matérialisme dialectique. Et vous avez deux factions, la faction mécaniste, dont on dira qu'elle est un peu plus proche des sciences de la nature et d'une philosophie cartésienne, et les déborinites de Déborine, qui eux sont très favorables à une forte influence de Hegel. Ces gens ont des débats philosophiques. À la fin des années 20, ils commencent à les régler en réglant des comptes politiques, en disant si par exemple telle personne est alliée de la faction, alors vous pouvez mettre trotskistes, zinovievistes, boukariniennes, etc., les uns après les autres, selon qui est en discrédit au fur et à mesure. Vous avez des gens qui utilisent ce contexte politique pour régler des désaccords philosophiques. Et je suis au regret de dire qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, et que les premiers qui ont attaqué, ce seraient ceux pour qui moi j'aurais a priori plus de sympathie, qui sont les mécanistes, et qui ont commencé à dénoncer les déborinistes, comme étant, si je me souviens bien, des alliés de Boukharine, ou je ne sais plus quoi. Voilà. Mais la manipulation du contexte politique pour régler des désaccords philosophiques de fond, ça commence à avoir lieu. Le deuxième élément, c'est qu'il se produit une révolution culturelle. On a parlé de la Chine, une révolution culturelle un peu comme celle de la Chine quelques décennies plus tard. La révolution culturelle en URSS, ça consiste à avoir une génération de jeunes spécialistes qui sont formés dans les académies rouges, donc très marqués idéologiquement dès leur enseignement, et qui arrivent à un âge où ils voudraient bien occuper des postes à la fin des années 20.
et il y a une forme de dégagisme à l'encontre des spécialistes en place et se mènent des campagnes pour dire les spécialistes bourgeois sabotent l'effort de construction du socialisme. D'ailleurs, tous ces gens ont un background social de bourgeois, ce qui est le cas forcément, presque par définition, étant donné ce qu'était l'ancien système. Et là où Lénine disait « laissez-les travailler, ce sont des spécialistes compétents », on a des discours qui montent en disant « ces gens sont des ennemis du système et d'ailleurs ils cherchent à saboter la construction, donnez-nous à nous les places que l'on réclame, nous qui avons été formés dans des académies rouges ». Voilà. Et dans ce contexte-là, l'événement majeur, le tournant, c'est le désastre de la collectivisation forcée. Donc pour résoudre les problèmes de l'agriculture soviétique, Staline reprend une idée qui était d'abord une idée de l'opposition de gauche, qui dit il faudrait aller vers une agriculture moderne comme celle des États-Unis, avec des formes de construction de grands terrains, avec de la mécanisation, l'utilisation de variétés modernes, etc. Et Staline le fait à sa manière, il le fait d'une manière extrêmement brutale en forçant la collectivisation, et c'est un désastre absolu sur le plan agronomique, sur le plan social. Les paysans préfèrent massacrer leurs propres troupeaux plutôt que de les ramener au sovkhoz ou au kolkhoz. Ils ont l'impression, ils disent aux bolcheviks, vous nous avez donné la terre, maintenant vous nous reprenez, vous nous revolez, et donc cette opposition sociale provoque un désastre agricole. C'est dans ce contexte qu'émerge notre cher Lysenko, Trofim Lysenko, qui lui n'est pas un biologiste, c'est un agronome. C'est un agronome avec une formation tout à fait sommaire d'un point de vue scientifique, qui se fait connaître à partir de 1927-1928, non pas en publiant des articles dans des revues scientifiques, mais dans la Pravda, qui fait des articles en promouvant ce savant aux pieds nus qui, dans son coin, inventerait des méthodes originales et nouvelles pour améliorer l'agriculture soviétique. Et on est dans une époque où on recherche des recettes miracles, il y en a plein. On a des recettes miracles à propos avec de l'irradiation, enfin plein de techniques qui sont mises en place pour faire muter les graines et les rendre plus efficaces. Et lui propose notamment quelque chose qui s'appelle la vernalisation, qu'il n'a pas inventé, mais je vous le fais très vite. Il pense qu'en mettant dans certaines conditions de froid et d'humidité avant de les planter, on peut raccourcir le cycle de maturation de certains blés ou seigles d'hiver et les transformer, c'est ça qui est important dans son discours, les transformer en blé ou seigle de printemps et provoquer, par la pression des conditions du milieu, on peut provoquer une transformation, une mutation des espèces et la création de nouvelles espèces. Voilà. Il s'inspire aussi d'un autre biologiste, agronome comme lui, qui s'appelait Mitchourine, qui lui faisait des hybridations de greffes et prétendait créer de nouvelles variétés. Je sais pas, vous prenez un pommier, un abricotier, vous les greffez, et puis il pense qu'il a créé une variété qui va s'auto-reproduire avec ces caractéristiques-là, au principe de l'hérédité des caractères acquis. Voilà. Et Lysenko va profiter du désastre de la crise agricole des années 30 pour émerger comme étant une figure qui offre une solution au régime qui est face à une impasse. Globalement, le régime a deux solutions pour expliquer son désastre. C'est un, il y a des saboteurs, et ça va être beaucoup utilisé, il y a l'occasion de beaucoup de purges, et deux, la génétique officielle n'est pas assez efficace, et Lysenko dit « Vavilov vous promet des résultats dans plusieurs décennies, moi avec mes méthodes, je vous promets des résultats rapides, et le régime a besoin de résultats rapides pour sortir de son impasse ». L'ascension de Lysenko, elle est favorisée par une alliance qu'il fait avec un jeune philosophe, un de ces spécialistes rouges dont je vous parlais, qui s'appelle Present, qui lui va lui fournir les clés du langage et du discours à adopter pour convaincre les autorités dans le contexte précis des années 1930, de la Russie soviétique des années 1930. Et Present lui fournit le langage marxiste, entre guillemets, qui va permettre d'enrober ces théories afin de convaincre le régime. Mais surtout, Lysenko met en avant ses origines pauvres en disant « moi je suis un paysan pauvre » et le régime le présente comme une figure. Il y a un premier grand débat qui est organisé en 1936 entre les généticiens classiques mendéliens et les mitchouriniens, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent de la biologie de Mitchourine et de Lysenko. À l'issue de ce débat, Lysenko réussit à devenir président de l'Académie Lénine des sciences agricoles, c'est-à-dire l'Académie d'agriculture ou d'agronomie soviétique. Et par exemple, le phénomène significatif, le congrès de génétique mondiale qui devait avoir lieu à Moscou, parce qu'avec Vavilov, la génétique russe était avancée, par exemple beaucoup plus avancée que la génétique française de l'époque, la France était complètement à la ramasse en termes de génétique, le congrès mondial de génétique qui devait se tenir à Moscou est annulé, et il doit se tenir en Écosse, et ça c'est un signe de l'avancée des lysenkistes, mais qui n'est pas encore perçu dans le monde en dehors des généticiens. Et Lysenko profite des grandes purges de 36-39 pour avancer ses billes et faire éliminer un certain nombre d'opposants. Alors vous savez que les purges de 36-39 sont largement irrationnelles et aveugles. On aime mettre de la raison dans le monde pour lire, mais qui va être victime, c'est très difficile à lire.
Mais n'empêche que des lysenkistes en sont victimes aussi, mais les généticiens classiques en sont victimes plus souvent que les lysenkistes pour une raison simple, c'est que eux sont liés, contrairement aux lysenkistes, à la science internationale. Et donc il est facile de les présenter comme des agents de l'étranger, des gens en lien avec l'étranger, parce que l'URSS des années 30 devient essentiellement nationaliste dans son approche de rapport à la science et aux autres pays. Voilà. Et en 1948, l'image que je vous ai montrée, c'est que la victoire définitive de Lysenko dans l'agriculture et la biologie soviétique. Maintenant, comment comprendre cet événement et sa place dans l'histoire ? Il y a quelque chose qui fait consensus chez à peu près tous les commentateurs de l'affaire Lysenko, c'est je vous ai mis quelques citations de gens qui ont travaillé sur l'affaire Lysenko. Jean Rostand était le premier en France à faire un petit texte dans Sciences Fausses et Faux Sciences qui faisait la synthèse de l'affaire Lysenko. C'est un événement unique, exceptionnel dans l'histoire de la science à l'époque et pour des décennies. J'y reviendrai. Une aberration. Denis Bucan, toujours un historien qui a beaucoup écrit sur Lysenko, a toujours tendance à exagérer un peu, mais il dit la plus grande aberration rencontrée dans l'histoire des sciences de tous les temps. Et donc, au-delà de ce consensus, quels ont été les mécanismes qui ont permis à cette chose anormale, exceptionnelle, de se produire ? Je vais glisser rapidement sur des interprétations que je ne partage pas et que j'appelle des interprétations idéologiques. Quand je dis idéologique, ce n'est pas une critique, je ne dis pas que ces gens sont des idéologues, ceux qui disent ça, je veux dire que ce sont des interprétations qui se situent dans le domaine de l'idéologie et qui comprennent l'affaire Lysenko comme étant un problème d'ordre idéologique. Je vous en ai mis deux. La première, c'est donc celui qui a le plus écrit en France sur l'affaire Lysenko, donc Denis Bucan, un généticien. Lui estime que le problème du lysenkisme, c'est le lamarckisme. Le lysenkisme serait l'illustration du désastre que représentait le lamarckisme en biologie, et ce sont les idées lamarckiennes qui triomphent. C'est pas très compliqué de démonter cette thèse. Alors, cette thèse, tout comme celle de Jacques Monod, que je dirai après, correspond à certaines réalités. Par exemple, quand en 1948, il y a une réception du lysenkisme dans les pays occidentaux, qui prête une oreille attentive à Lysenko et à ses théories, peut-être un peu plus souvent des lamarckiens que d'autres, parce qu'il y a cette idée d'hérédité des caractères acquis qui arrive. Mais dans l'histoire de l'URSS et comment Lysenko est arrivé au pouvoir, ça ne tient pas la route un instant de dire que c'est la faute du lamarckisme. Vous avez parmi les principaux opposants à Lysenko des biologistes soviétiques, membres du Parti communiste éventuellement, qui sont très très lamarckiens. J'avais repris le nom de Lyubitchev par exemple, qui est un biologiste lamarckien très favorable à l'hérédité des caractères acquis, qui pense que Lysenko est un charlatan, un ignorant, etc. La leçon, c'est que Lysenko naît en dehors de la science. Ce n'est pas une dérive d'une certaine théorie scientifique. Lysenko n'est pas le produit du lamarckisme. À la limite, s'il y ressemble, c'est un peu hasard. Voilà. Jacques Monod, lui, dans sa préface au premier livre sorti en France à propos de l'affaire Lysenko, c'était la traduction du livre de Jaurès Medvedev, lui met en cause le matérialisme dialectique en disant l'affaire Lysenko, c'est le produit de la corruption de la pensée qui est représentée par le matérialisme dialectique. J'ai aussi quelques pages dans le livre qui essayent de montrer que cette idée, à mon avis, est très fausse. Si vous prenez l'histoire de la biologie au XXe siècle, vous pouvez trouver systématiquement une chose et son contraire exact qui sont défendus au nom du matérialisme dialectique. Alors vous me direz c'est très dialectique de dire une chose et son contraire, mais notamment dans les généticiens, les biologistes soviétiques, par exemple Presen, c'est très drôle, Presen qui était l'idéologue de Lysenko, en 1927 il explique que l'incarnation du matérialisme dialectique c'est la génétique mendélienne. Finalement, il change d'avis parce qu'il a trouvé Lysenko et finalement, l'incarnation du matérialisme dialectique, ce sont les théories de Lysenko. Tout, à un moment donné, dans l'histoire de la biologie ou des idées, peut être l'incarnation parfaite du matérialisme dialectique. Ça marche ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais faire référence à une analyse qui, du coup, arrive au cœur de notre sujet dans le colloque, une analyse que je qualifie de socio-historique, qui est celle produite par l'historien américain David Joravsky en 1971, qui n'a pas pris une ride et qui, à mon avis, est toujours le cadre d'analyse correct pour comprendre cette affaire. Il n'a pas été traduit en français, il est peu influent sur les textes parus en français, mais dans tout le monde anglo-saxon, les gens répètent largement ce qu'il a déjà établi dès 1971. Il s'agit de comprendre l'affaire Lysenko comme étant l'histoire d'une pseudo-science qui est arrivée au pouvoir dans un contexte historique très particulier, qui est celui de l'URSS des années 1930. Une pseudo-science, parce que Lysenko, le principe de la pseudo-science, c'est que, enfin vous le savez bien j'imagine, c'est que la pseudo-science singe la science sans en respecter les contraintes.
Lysenko, c'est exactement ça. Lysenko prétend faire de la science, il prétend même faire du darwinisme, mais jamais il ne respecte les contraintes fondamentales de la science, qui sont par exemple avoir un groupe contrôle quand on fait une expérience. Lysenko a produit des miracles, où tous les résultats étaient favorables, les chiffres étaient favorables, il n'y a jamais un groupe contrôle pour vérifier comment ça se serait produit sans l'intervention de la technique particulière qu'il veut vérifier. Lysenko ne publie jamais dans des revues scientifiques à comité de lecture pour faire valider ses thèses par les pairs, il produit lui-même ses propres revues politiques pour publier ses résultats. Voilà. Une pseudo-science qui est arrivée au pouvoir dans un contexte très particulier. Ce contexte, c'est la crise agricole des années 30 et la demande de solutions extrêmement rapides qui font que la parole d'un charlatan qui promet des miracles peut être entendue, et la perturbation du fonctionnement normal de la science dans un contexte totalitaire. Le principe du totalitarisme, c'est d'envahir tous les aspects de la vie sociale pour imposer l'idéologie du pouvoir. C'est vrai aussi pour la science. Il y a des limites. Quand il s'agit de construire la bombe atomique, on remet moins en cause la théorie de la relativité que ce qu'on aurait voulu. Quand même, la physique, c'est un peu sérieux à un moment donné. Mais globalement, le principe du totalitarisme, c'est nous allons envahir tous les espaces de la vie, y compris la science, et la perturbation du fonctionnement normal de la science permet à Lysenko de gagner en 1948 sur la base du fait que quand il présente son rapport, il dit « le camarade Staline a approuvé mon rapport ». À partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir d'argument à opposer à son rapport parce que Staline l'a approuvé. Et c'est pour ça qu'en 1949, dans un des premiers livres publiés sur l'affaire Lysenko, qui s'appelait Death of Science in Russia, le biologiste Darlington disait ce que je vous ai mis à propos de Lysenko, et globalement je vous résume la formule qu'il a en anglais. Il dit que les propositions un peu anodines de Lysenko seraient restées lettres mortes et restées inconnues s'il n'y avait pas eu ce contexte où elles ont été reçues par un enthousiasme immense par un régime qui en avait besoin et qui a utilisé toute la force du totalitarisme pour l'imposer. Sans cela, il serait resté un charlatan inconnu comme tant d'autres. Et je voudrais finir par ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire se demander quels sont les impacts ou les éléments de l'affaire Lysenko qui ont encore une actualité de nos jours. D'abord, je suis au regret de vous annoncer un retour de Lysenko. Je vous ai mis à gauche un des livres de Denis Buican qui prophétisait régulièrement le retour de Lysenko. Le Club de l'Horloge, un think tank d'extrême droite, faisait ça aussi régulièrement. Il qualifiait tout le monde de lysenkiste. Dès qu'il était en désaccord avec quelqu'un, c'était un lysenkiste. Et j'ai beaucoup ironisé au début de mes recherches, à la fin des années, vers 2000 et quelques, sur l'éternel retour de Lysenko annoncé par Denis Buican, et j'expliquais que le lysenkisme est un phénomène circonscrit historiquement et qui ne reviendra jamais en tant que tel, parce que l'URSS stalinienne des années 30 et ses problèmes ont disparu. Je suis un tout petit peu plus modéré aujourd'hui dans cette critique, parce qu'il se trouve que ce produit aujourd'hui en Russie, c'est l'objet du livre que je vous ai mis à droite, Lysenko's Ghost, par les historiens américains Lauren Graham, qui connaît bien ça, qui a rencontré Lysenko dans une bibliothèque un jour vers 1971. Et on assiste aujourd'hui à un retour de Lysenko en Russie, qui est remis en avant dans le contexte de la Russie pouténienne comme étant un savant patriote, opposé à l'Occident, et qui apporte des solutions qui sont autochtones aux problèmes posés à l'agriculture soviétique. Donc le nationalisme poutinien a ressuscité Lysenko, et il est présenté également comme un génial anticipateur de l'épigénétique. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'épigénétique parce que moi-même j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais globalement il s'agit de mécanismes de transmission de caractères qui peuvent être acquis à un moment donné. C'est une possibilité qui est envisagée par l'épigénétique, et Lysenko est présenté aujourd'hui en Russie comme un génial anticipateur de ce qui est en fait la dernière branche la plus pointue et la plus avancée de la biologie moléculaire que Lysenko détestait, mais il est présenté comme un anticipateur de l'épigénétique. Voilà. Mais ça, c'est la Russie poutinienne, une dictature qui a une nostalgie de l'ère stalinienne. Et je voudrais finir par montrer qu'il y a des éléments qui sont présents dans l'affaire Lysenko qui impactent au-delà de ça. J'ai essayé d'isoler un certain nombre de mèmes intellectuels, des schémas intellectuels qui fonctionnent dans l'affaire Lysenko en conglomérat, mais qui pris isolément peuvent fonctionner. Donc le conglomérat, je ne pense pas qu'on le reverra un jour tel quel, mais qui pris isolément peuvent fonctionner et avoir une audience, y compris dans nos démocraties modernes. Vous reconnaîtrez à gauche Pierre Rabhi. Un de ces schémas intellectuels, c'est le fonctionnement A, scientifique,
on peut dire anti, mais c'est ascientifique, en dehors de la science de l'agronomie. Je suis ardéchois, j'ai visité les jardins de Pierre Rabhi, c'est de la foutaise complète, c'est d'une nullité absolue, mais les gens qui venaient voir étaient émerveillés et croyaient à des miracles agronomiques dans ce qu'il faisait. Pierre Rabhi est devenu une star, chez nous il intervient dans les lycées agricoles, enfin il intervenait dans les lycées agricoles, il a zéro compétence et n'a jamais participé à la moindre expérience scientifique avec groupe contrôle. Il y avait zéro groupe contrôle dans les jardins de Pierre Rabhi où on disait on a fait des miracles en économie d'eau, et quand je leur demandais mais économie d'eau par rapport à quoi, il n'y avait jamais un par rapport à. Deuxième élément qui a fait une résurgence très forte, c'est ce que j'appelle, j'appelle pas seul, le populisme scientifique, c'est l'idée d'une figure, à un moment donné, qui dit « Moi, j'ai l'opinion avec moi », le populisme, « j'ai l'opinion avec moi et j'ai raison contre la science constituée, ces instances qui sont des instances de définition forcément collective du vrai. Le génie isolé qui a raison contre tout le monde et qui est très populaire. Vous avez la figure de Didier Raoult qui a été la pire résurgence qu'on a eue de ce point de vue-là depuis très très longtemps. Plus compliqué, des questions d'ordre philosophique. Je vous ai mis à gauche une brochure de 1950 qui est produite par des intellectuels du Parti communiste, pas par Marcel Prenant, des jeunes intellectuels philosophes, souvent du Parti communiste, qui œuvraient dans une revue qui s'appelait La Nouvelle Critique, et qui ont produit dans le contexte de l'affaire Lysenko une brochure qui s'appelait Sciences bourgeoises et sciences prolétariennes. Et par excès de zèle, c'est Staline qui a mis fin à la récré, à ces trucs-là, en publiant un opuscule sur la linguistique en disant vous arrêtez avec ces histoires de sciences bourgeoises, sciences prolétariennes, ça n'existe pas, mais par excès de zèle, il a été théorisé à un moment donné, surtout dans le Parti communiste français, l'idée qu'il y aurait des sciences de nature différente en fonction de leur origine de classe. La science bourgeoise, ce n'est pas la même que la science prolétarienne. Non pas les conditions d'exercice de l'activité de la science ne sont pas les mêmes dans un régime capitaliste et un régime socialiste, mais la nature intrinsèque de la science n'est pas la même. Voilà. Une forme de relativisme de la connaissance qui est très fort. Jean Canapa expliquait à l'époque qu'un arbre socialiste n'est pas le même objet qu'un arbre féodal. C'est pas le même arbre, même si c'est le même arbre. Bon, voilà. Et ça n'a pas disparu, ça a même depuis les années 60 connu une certaine résurgence à travers ce qu'on appelle, et c'est très populaire dans les sciences sociales dans lesquelles moi j'œuvre, malheureusement c'est très populaire, c'est des formes de relativisme de la connaissance qui ont mené à quelque chose qu'on appelle les savoirs situés. Les savoirs situés, c'est l'idée, ça correspond à l'idée selon laquelle on juge une assertion à la lumière de son contexte d'énonciation. Or, la méthode scientifique, elle est universelle, elle s'en fout du contexte d'énonciation. Le phénomène est vrai ou pas, parce qu'il est reproductible, il est prouvé, etc., mais il n'est pas vrai ou pas. Mendel était un moine, il y a eu des arguments contre le mendélisme en disant c'est fait par un moine, et Prenant faisait partie de ceux qui disaient mais on s'en fout que Mendel soit un moine, ce qui compte c'est que ses expériences ont été bien menées. Voilà. Et dernier élément, et ça va faire la transition avec la suite. En 1948, la génétique soviétique est mise au banc de la science mondiale. Je vous ai mis un livre de Huxley, qui était le fondateur du WWF, le frère de l'auteur du Meilleur des mondes, qui publie tout de suite en 1949 un livre pour dénoncer ce qui se passe en URSS comme étant un phénomène aberrant. Et on l'a vu, ça s'explique largement par le contexte totalitaire soviétique. Or, ce que fait Donald Trump aujourd'hui à la science aux États-Unis, je le dis en tant qu'historien qui a travaillé sur le sujet, il n'y a pas d'équivalent historique à ma connaissance, en dehors du lysenkisme, pour comprendre ce que fait Donald Trump à la science aujourd'hui aux États-Unis. Je pense, dans un premier temps, au fait qu'on a placé un anti-vax à la tête du ministère de la Santé, avec Robert Kennedy Jr. Bon, ça rappelle l'idée de placer un charlatan à la tête d'une institution, ça peut avoir des dommages pour la santé publique qui pourraient être plus graves que ce que Lysenko a provoqué en agriculture. On a du mal à mesurer les dégâts en agriculture. Et le deuxième, je pense évidemment à la science du climat. Il n'y a pas une discipline scientifique qui a été niée, cassée, attaquée, avec renvoi, de la même manière qu'on a renvoyé les généticiens en 1948 en URSS en disant on ne vous veut plus. Aujourd'hui, on renvoie les spécialistes de climatologie aux États-Unis. Il n'y a pas une attaque comparable. Nous avons donc un problème que je vous pose pour la suite du colloque, c'est qu'après avoir dit que c'est le contexte particulier du totalitarisme stalinien qui expliquait l'affaire Lysenko très clairement, et je pense que c'est vrai, ce qui ressemble le plus aujourd'hui se produit dans la plus ancienne démocratie moderne. Voilà. Bon courage.
on va peut-être passer à quelques questions. On va faire en 2 temps les questions. Des questions plus centrées sur l'exposé à chaque fois. Et puis à la fin, on fera des questions un peu plus générales. Donc si vous avez des questions. Moi j'aurais bien aimé que vous parliez un peu plus sur Marcel Prenant, sur le déchirement qu'il a dû y avoir à ce moment-là entre ses prises de position et ses convictions politiques. Alors, j'en avais pas parlé parce que, à cause du contexte du colloque, mais je veux volontiers vous en parler parce que c'est très exactement la question que je me suis posée dans mon livre, en me disant comment il a géré ça. Il y a 2 images différentes de Prenant qui sont renvoyées, qui sont fausses, et la vérité est quelque part au milieu, c'est pas toujours le cas. Une première image, c'est de présenter Marcel Prenant comme étant un collaborateur du lysenkisme qui a tout fait pour introduire le lysenkisme en France. C'est la version qui est propagée par Denis Buican, Cédric Grimou, toute une série d'historiens de cette école, qui est absolument fausse, ça ne correspond pas à la réalité. Il le présente comme un lamarckien, alors que Prenant a été un des premiers introducteurs du darwinisme, c'est beaucoup dire, mais il a été un vulgarisateur du darwinisme de talent, et il a joué un grand rôle à l'époque où c'était pas évident d'être darwinien. Je le dis dans le contexte de l'UR, où l'UR a été très lamarckienne, notamment avec Ernest Kahn pendant très longtemps, et Prenant, lui, était un intransigeant darwinien, donc il ne correspond pas à cette image-là. La deuxième image, qui est un peu fausse aussi, peut-être moins que la précédente, c'est de penser qu'il a tenu bon et qu'il a été le seul à dénoncer Lysenko de l'intérieur du Parti communiste de manière extrêmement claire. Bon, ça c'est pas vrai non plus, et il y a 2 étapes intermédiaires de compréhension. La première, c'est public-privé. Ce que dit Marcel Prenant d'un point de vue public n'est pas forcément ce qu'il pense en privé. Donc là, j'ai des témoignages qui assurent à coup sûr, comme par exemple Pierre Dex raconte qu'il voit Marcel Prenant débarquer à Wrocław avec le journal Les Lettres françaises en main et il lui passe un savon, parce que Pierre Dex est rédacteur en chef à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La génétique appartient à toute l'humanité, etc. Donc dans le Parti communiste et autour de lui, il critique assez vivement Lysenko. Et y compris dans ses écrits qui précèdent l'affaire Lysenko, il dit il se passe un truc en Russie, ces gens-là c'est un peu étrange ce qu'ils font les lysenkistes, etc. Donc il est très très réticent et même d'une certaine manière assez hostile aux lysenkistes, mais il ne le dit pas publiquement pour ne pas gêner l'URSS. Et donc dans ses écrits publics, quand il répond par exemple à Combat, qui va l'interviewer tout de suite au mois de septembre ou octobre en disant qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Lysenko, il est très gêné et il ne veut rien dire qui puisse mettre à mal l'image de l'URSS. Voilà. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, il a un vrai dilemme intérieur et qu'il a une dissonance cognitive. C'est-à-dire que Marcel Prenant a 2 registres de vérité. Un premier registre de vérité, c'est celui du biologiste, qui est parfaitement darwinien, qui a tous les outils intellectuels pour rejeter Lysenko en bloc. Il n'y en a pas beaucoup comme lui parmi les biologistes français qui sont à ce point, normalement, capables de rejeter Lysenko. Et pourtant, il ne le fait pas. Et quand il cherche une 3e voie, il y a un moment où il cherche vraiment à concilier le lysenkisme avec la génétique classique, parce que son 2e registre de vérité, qui est fort aussi pour lui, c'est qu'il ne peut pas croire que ce soit à ce point une escroquerie qui vienne du RSS. Pas seulement parce que ça vient du RSS, mais parce que c'est l'URSS de l'époque avec une profusion de chiffres. Comment croire que des paysans qui sont dans des stations expérimentales, vous avez des milliers et des milliers de paysans soviétiques qui témoignent de la validité des méthodes de Lysenko? Et là, Marcel Prenant avance des arguments qui sont ascientifiques en disant nous avons énormément de témoignages. Et oui, mais un témoignage en science, ça a une valeur faible en tant que preuve, mais un témoignage venu du RSS, pour lui, ça a une valeur très très forte et il n'arrive pas à remettre en cause ça. Donc il cherche une conciliation et mon livre a essayé d'explorer ça en voyant comment il a réagi, voilà, et quel était le dilemme. Je vous dirais que au sein, à l'intérieur du Parti communiste, les biologistes ont quand même été de très loin les plus réticents. Et ils se sont organisés et progressivement, ils ont repoussé la pression lysenkiste dans le PC. J'ai utilisé des archives du Parti communiste qui montrent ça assez bien. Merci. Oui. Oui, j'ai 2 questions. Redites-nous, Vavilov, il est passé par la case prison. Oui, il est arrêté en 1940, il meurt en prison en 1943. La responsabilité de Lysenko dans l'arrestation de Vavilov reste à établir. Un des derniers livres parus sur le sujet aux États-Unis, qui s'appelle The Death of Nikolai Vavilov, a tendance à mettre directement Lysenko en cause. Lysenko s'est toujours défendu d'avoir demandé ça. Disons qu'à minima, Lysenko a dénoncé Vavilov tellement régulièrement dans un contexte de police politique qu'il a tout fait pour qu'il soit arrêté. Et ma 2e question, c'est il y a quelques années, un certain nombre d'années, en France, Dominique Lecourt a écrit un livre sur Lysenko
Oui. Est-ce qu'il y défendait des thèses? Moi, je ne me souviens plus, je l'avais lu à l'époque. Est-ce que vous avez utilisé son travail? Oui, bien sûr. J'ai un article en ligne qui est maintenant sur mon blog, qui avant était sur le site de Contretemps, je l'ai rapatrié sur mon blog plutôt, où je reprends un peu toute la bibliographie sur l'affaire Lysenko et je l'explore. Il y a alors, la thèse de Dominique Lecourt qui s'appelle... j'ai oublié le titre du livre de Dominique Lecourt. Passons. Comment? Ah, tout court? L'affaire Lysenko. Ok. Alors, c'est le sous-titre qui est intéressant parce que le sous-titre doit donner sa thèse. Il y a un peu un côté althusserien sur... il y a une mauvaise interprétation du matérialisme dialectique qui explique Lysenko, quelque chose dont je vous dis, moi, j'y crois pas. Par contre, Dominique Lecourt fait toute une socio-histoire, lui aussi, des pratiques agricoles, du fonctionnement des fermes collectives en URSS, des stations expérimentales qui sont extrêmement utiles, et il a fait un travail qui est très très bon et qui est assez proche sur certains aspects du livre de David Joravsky. Voilà. C'est un très bon livre, ouais. Grandeur et chute de... Non, ça c'est celui de Medvedev. Je ne sais plus le titre. Merci. Il y avait une question derrière. Désolé, Ouais, oui. j'ai un peu de votre livre aussi, donc pour mon retard. Dans le livre justement de Lecourt, le souvenir que j'ai, c'est qu'il insistait aussi sur une idée un petit peu, à l'époque très forte, prométhéenne, de la possibilité de faire de la nature un peu ce qu'on voulait, avec l'idée, rien n'est inscrit définitivement, on peut transformer les choses, et il insistait, enfin, j'ai cru comprendre, c'est le souvenir que j'en ai, vous êtes d'accord avec l'idée de ça dans le... Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a ça dans Lysenko. Et il insistait aussi sur le fait que c'est un peu la même chose pour les humains, hein. Je veux dire, à l'époque, il y avait l'idée, on peut transformer l'homme, on peut faire un homme nouveau, ne croyant pas que les jeunes vont le déterminer pour la suite de la vie, et je pense que là-dessus, il avait raison. Et donc, je pense qu'il faut comprendre aussi ce climat-là pour l'acceptation des thèses. Je peux répondre? Oui. Sur le côté prométhéen, tout à fait. Moi, il y a une citation de Trotsky que j'adore. J'aime bien Trotsky par ailleurs, et là il y a une citation qui est délirante où il dit qu'avec le socialisme nous allons déplacer les montagnes, déplacer les fleuves, on va tout réaménager. Voilà. C'est très dans l'air du temps du prométhéisme marxiste de l'époque. Bon, donc il y a ça qui pèse. Je suis moins convaincu sur la deuxième partie, je ne sais plus si elle est chez Lecourt, l'idée qu'il y aurait une correspondance avec la volonté de transformer l'homme. C'est ce que disent beaucoup d'historiens de droite comme Buchan, en disant forcément ça leur a plu le coup de Lysenko, parce que l'idée qu'on peut transformer la nature, ça permet aussi de justifier le fait qu'on veut transformer là. Il n'y a pas de trace de ça dans le discours de Lysenko à l'époque, c'est une projection. Si vous regardez les arguments avancés par Lysenko et les lysenkistes à l'époque, en URSS, pour convaincre et prendre le pouvoir, cette dimension-là est totalement absente de leur speech. Cette dimension-là, elle est plaquée à rebours. Alors après, elle est plaquée aussi par des intellectuels du Parti communiste français, par exemple, dans leur réception du lysenkisme. Ils disent « Ah, cette idée-là, Aragon fait ça un peu. Cette idée-là, elle me plaît quand même, l'idée qu'on peut transformer. » Voilà, il y a un peu ça, mais pour comprendre comment le lysenkisme est advenu, autant le premier, c'est un élément de contexte intellectuel en URSS qui est vrai, le deuxième pas. Et dans le livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Darwinisme social et darwinisme socialiste, où j'ai essayé de voir un peu le discours des socialistes de l'époque par rapport au darwinisme, et prenant, par exemple, lui, il est sur une ligne très claire, il dit, qui est contestable aujourd'hui d'ailleurs, mais il dit le darwinisme, ça s'applique aux espèces dans la nature. L'être humain est un être de culture. Le darwinisme ne s'applique plus à lui et il le sépare au contraire très fortement. Et il y a beaucoup d'intellectuels marxistes qui refusent cette approche-là en disant les deux registres sont très séparés. On va peut-être passer... Oui, peut-être. S'il y a peut-être besoin de laisser du temps pour l'intervenant suivant, et moi je peux discuter avec vous quand vous voulez après. Juste deux petits points. Bonjour. Bonjour. Vous dites que la justice en France est plus active qu'aux États-Unis. Enfin, vous avez fait toutes sortes de nuances tout à l'heure. Les États-Unis, c'est pire, et chez nous, c'est un peu moins pire. Voilà. Donc, la justice au niveau Epstein, on n'a rien du tout en France, alors qu'on a une tonne de résidences secondaires chez nous. Sur le vaccin, puisque vous êtes de la campagne,
Il y a eu l'armée qui est partie vacciner les vaches dans le sud-ouest, tout un bataillon. Donc, je mets votre point de vue. Sur les consignes à l'ENS de Saclay, donc, il y a des scientifiques qui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'inviter des scientifiques russes. Et l'autre fois, c'est une israélo-américaine qui a été interdite, madame Maya Wind. Du coup, elle a fait sa conférence à Jussieu sur la laïcité des écoles d'ingénieurs en Israël. Et le dernier point, c'est voilà, les régions françaises, vous dites le savoir se situer. C'est vrai que vous, depuis l'Ardèche, vous n'aurez peut-être pas le même point de vue d'une personne à l'autre bout de la France. La France est très variée et c'est sa richesse. Voilà. C'est le quatrième point, merci. Je crois que je ne vais pas répondre parce que c'est pas exactement le sujet que je traitais et du coup je vais être en dehors de mon champ de compétences. Juste, deux minutes de cours. C'est pas l'affaire Lysenko, c'est Lysenko, de loin, l'histoire d'une science prolétarienne. Tout à fait, c'est ça. Histoire réelle. Histoire réelle d'une science prolétarienne, exactement, c'est ça. Merci. On passe à la suite. En fait, voilà, donc effectivement, on a un exemple dans un régime totalitaire, mais et après, on va avoir un exemple dans un régime dit démocratique. On va voir si c'est vraiment différent. Et est-ce qu'il s'agit vraiment d'une démocratie en fait. C'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc c'est pour ça qu'on a demandé cet exposé à Emmanuel Ferrand, qui est un nouveau membre du CA de l'UR, et qui est enseignant à Paris-Sorbonne Université, et membre de l'Institut de mathématiques, et de formation polytechnique, puis doctorat de mathématiques. Bon, je n'irai pas dans les articles qu'il a publiés, parce que je suis incapable de comprendre quoi que ce soit, mais on peut dire qu'il a travaillé dans le domaine de la géométrie symplectique et qui s'intéresse aussi aux méthodes d'enseignement des mathématiques. Et il a participé aussi à une série qui s'appelle Voyage au pays des maths et qu'on peut trouver sur Arte. Voilà. Et il intervient aussi sur la place de la science dans le débat public. Donc maintenant. Oui, donc merci de l'invitation. Et donc en fait, je vais recycler l'idée de savoir situer quand même, parce que dans un sens peut-être un peu différent de celui qui a été évoqué tout à l'heure, donc en fait un sens opposé au relativisme. Je vais me situer, moi en tant que personne, ça va au contraire renforcer à mon avis l'objectivité de la chose. Donc effectivement, moi ma spécialité c'est les mathématiques, ce n'est pas du tout les sciences politiques, l'analyse de la géopolitique ni quoi que ce soit. Et donc, quelle légitimité ai-je pour parler de Trump et des attaques contre la science? En fait, ça provient d'une autre partie de mon activité qui est plus au contact de milieux qu'on pourrait appeler militants, dans un sens noble du terme, pour le logiciel libre, le milieu de la réappropriation de la science et de la technologie par les citoyennes et les citoyens. Voilà d'où je viens. Alors quand même, un lien avec l'exposé précédent, c'est difficile de prendre la suite d'un exposé aussi riche. Moi, j'ai été formé effectivement comme ingénieur en France. J'ai eu la chance d'avoir une seconde formation dans les années 90 par des scientifiques réfugiés du monde soviétique. Mon directeur de thèse, c'était un élève de Kolmogorov qui a été un des scientifiques qui ont tenu tête à Lysenko. Lysenko a dit à Kolmogorov que la mathématique, donc les expériences de statistique en fait en génétique, ne pouvaient pas contredire une loi biologique. C'est très étonnant. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt les matheux qui ont tendance à le dire aux autres qu'il y a une forme... Enfin voilà, donc voilà d'où je viens. Alors je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on ait du temps pour des questions. En effet, une grande partie des choses que je veux transmettre, donc c'est depuis mon point de vue donc situé là, de personnes intéressées par les maths et les sciences de l'ingénieur. Vous allez voir, ça donne un biais d'orientation dans ce que je vais présenter. Et une grande partie de ce que je veux vous raconter, ça a déjà été plus ou moins évoqué très rapidement, par exemple dans l'introduction de François Boucher tout à l'heure. Puis c'est dans l'actualité de tous les jours, donc peut-être c'est peut-être l'occasion de zapper certaines des slides trop nombreuses que j'ai préparées.
Alors, donc je vais quand même donner quelques éléments de contexte, donner quelques exemples. C'est impossible d'être extensif sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est malheureusement, ça arrive de partout. Et puis finalement le contexte est ailleurs, c'était aux États-Unis et ailleurs, et bien en fait je vais certainement me concentrer uniquement sur le cas français qui a déjà été évoqué aussi. Je m'aperçois que la configuration de l'ordinateur n'est pas très pratique pour passer les slides. Je vais essayer de m'organiser quand même. Attends, je Oui. vais aller le passer. Ouais. Non mais c'est moi qui ai décidé de parler debout. C'était pas... Si tu le tournes juste de 45 degrés, voilà, je pourrais voir un peu. Non mais je peux cliquer dessus. Hein? Non, je peux les placer moi-même, il n'y a pas de souci. Non mais c'est bon, c'est bon. Voilà, donc les éléments de contexte très rapidement. Donc on est dans un monde hétéroclite autour de Trump. Il n'y a pas vraiment d'idéologie complètement très claire. Il y a un mouvement MAGA, il y a des personnes comme Steve Bannon qui sont des influenceurs de longue date, qui ont grenouillé dans plein de milieux différents. Il y a des podcasteurs comme Joe Rogan, qui est plus ou moins éloigné de Trump maintenant, qui font la promotion d'idées qui relèvent à la fois du populisme, du nationalisme, de l'idée America First, d'isolationnisme, etc. Donc en fait, si vous lisez tous les termes qui sont là, ils sont présents autour de Trump, ils sont souvent mutuellement contradictoires, et ça fait aussi partie du problème. Autour de Trump, donc on a des questions très pénibles de droit, de la Constitution américaine qui est mise sous pression. Il y a de la corruption, j'essaierai d'en parler un petit peu. Vous avez entendu parler de ce fameux Doge là, qui est disparu maintenant, mais qui était une sorte de mission de blitzkrieg menée par Elon Musk et ses sbires pour abîmer les agences scientifiques en particulier, abîmer l'État américain. On rentre dans un monde orwellien, qui a été décrit d'ailleurs dans un article qu'on a écrit avec Michel Leduc dans Raison Présente, qui est en fait qui me sert de base pour ce qu'on raconte ici. Vous avez donc toutes sortes de personnalités, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer par exemple qu'est-ce que fait M. Russell Vought là, du projet 2025. Voilà, c'est un influenceur discret derrière Trump, mais qui est malheureusement extrêmement actif. Il représente une version chrétienne fondamentaliste extrêmement toxique qui malheureusement va laisser des traces indélébiles sur l'organisation de la science américaine. Vous avez vu aussi le CV de J.D. Vance, qui est connu, entre autres choses, pour avoir prononcé des phrases telles que « Les professeurs sont nos ennemis et nous devons attaquer agressivement les universités de ce pays ». On a cité aussi tout à l'heure Robert Kennedy Jr., une sorte de gourou, là vraiment on est en plein dans les pseudosciences, qui conduit à la catastrophe les politiques publiques de santé américaines. Et en ce qui me concerne, moi j'ai une sorte de spécialisation sur la mafia, ce qu'on appelle la mafia PayPal et les techno-oligarques de la Silicon Valley qui sont issus d'une certaine histoire assez longue et qui grenouillent aussi autour de Trump pour tirer des profits de cette situation. Voilà, donc ça se matérialise comment cette offensive contre la science? Donc c'est très difficile d'avoir une vision complète parce que ça arrive de partout, tout le temps, sur tous les fronts en même temps, avec quand même des choses assez prévisible, donc ce qu'ils appellent un front anti-woke. Alors on pourrait discuter de ce que ça veut dire, vous comprenez. Il y a une très forte pression sur les questions d'immigration, sur les questions de genre et de droits des communautés LGBT, etc. Tout ce qui est diversity, equity, inclusion, les politiques sont ciblées dans les universités, vous en avez entendu parler.
Ce qui est frappant aussi, c'est de voir que par rapport à le premier mandat de Trump, il y a moins de réactions finalement sur les campus, il y a moins de manifestations. Ça s'explique malheureusement par les structures de financement des universités américaines. Les gens ont tendance à faire le dos rond en attendant que ça passe, voilà, en espérant que la situation se rétablisse. C'est particulièrement net avec Stand Up for Science, qui a eu sont des épisodes plus massifs lors du premier mandat de Trump. Donc c'est très dur de résister aux attaques qui prennent un caractère de plus en plus totalitaire. Il y a des pans entiers des sciences humaines qui sont dévastés par les politiques de Trump. Ça, je ne suis pas spécialiste de sciences humaines du tout, mais il faut en avoir conscience. C'est les premières victimes dans les départements universitaires des politiques de Trump. Il y a des attaques très inquiétantes aussi contre l'histoire. Alors, je ne sais pas si on peut... L'histoire est certainement une science humaine. On change les présentations dans les musées. C'est vraiment des phénomènes extrêmement inquiétants. Là aussi, je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter là-dessus dans le détail. Les attaques sur donc on change la manière de présenter l'histoire des États-Unis, en particulier sur l'esclavage, sur le rôle des femmes dans l'armée, sur toutes sortes de choses. Il y a un côté vraiment très très inquiétant. Il y a des attaques contre le système de santé, je vais revenir brièvement dessus dans un instant. Évidemment, les sciences du climat, ça a déjà été mentionné. Il y a des fermetures d'agences, des suppressions de budget. Là, ça part de partout. Alors, je dis qu'il y avait peu de résistance, puis il y a quand même de la résistance, rassurez-vous. Il y a des recours légaux. Hein. Les États-Unis, c'est un pays où on peut faire des procès facilement. Donc rien n'est joué, mais quand même, au final, même si des baisses de crédit sont contestées, même si voilà, tel ou tel projet scientifique n'est pas complètement mis à mal, les traces seront indélébiles très souvent. Il y a des gens qui sont virés, bien sûr, hein, par milliers. Ça peut passer là-dessus. Alors ça se matérialise, alors je vais passer rapidement là-dessus, ça c'est un exemple typique de comment ces attaques sont insidieuses au niveau des financements. On vous présente ça comme de la liberté académique, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir des financements fédéraux, des bourses, des garanties de prêts étudiants, ben, il faut être en accord avec un certain nombre de valeurs, comme c'est écrit noir sur blanc ici, et en particulier éviter un certain nombre de termes de vocabulaire qui ne sont pas vraiment interdits, mais qui sont, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser le mot féminisme par exemple. Mais si vous mettez ça dans votre projet de recherche, il ne sera pas financé. Voilà, donc je me base par exemple sur des ONG américaines hein, qui essayent de monitorer tout cela, de faire des listes, et en particulier PEN America a fait une très longue liste, alors j'ai mis dans les slides suivantes tous les mots qui sont déconseillés dans les sujets de recherche. Voilà. C'est pas la peine de les lire, mais vous voyez, ça commence par avortement, et si tu avances dans la liste, tu peux voir ça se termine par femme. Voilà, encore, il y en a beaucoup. Et encore, voilà, bon, la slide est coupée en bas, on ne voit pas la ligne du bas, mais vous voyez que c'est très mal vu de faire des projets de recherche sur des questions de santé liées aux femmes, par exemple. Voilà, je me suis aussi basé sur Union of Concerned Scientists qui fait des listes de ce qu'ils appellent des attaques contre la science, il y en a des centaines. C'est très difficile de donner la définition de ce que serait une attaque, mais typiquement dans la slide suivante, je donne un exemple. Qui est, par exemple, quelque chose, oui, la suite, ce qui est arrivé donc, au mois d'avril, l'administration Trump a viré tous les membres de la NSF, du conseil scientifique, hein, c'est ça voilà. Voilà, bon, voilà. Donc c'est un exemple typique, voilà. Donc, bien, donc on peut passer à la suite. Voilà, donc évidemment, la question du climat, elle avait déjà été remise en cause hein, lors du premier mandat de Trump.
c'est souvent mis en scène, vous allez voir, il y a beaucoup d'executive orders, donc j'ai oublié la traduction française, mais des édits signés par Trump en grande pompe, souvent avec une mise en scène particulière pour affirmer une politique particulière. Donc là, ici, c'est une présentation devant le Congrès de sa politique d'exploration pétrolière, où on libère toutes les limites qui avaient été mises en place timidement par les administrations précédentes, qui n'étaient pourtant pas extrêmement radicalisées là-dessus. Et pour Trump, le pétrole, c'est du liquid gold. On a beaucoup d'or liquide sous nos pieds, donc l'idée, c'est d'explorer tout ça au plus vite. Ensuite... Voilà, et donc sur les agences qui ont été mentionnées tout à l'heure, par exemple EPA, ça veut dire Environmental Protection Agency. Il y a quelques années, vous aviez des explications relativement pédagogiques sur le consensus scientifique autour du réchauffement climatique. Là, ça j'ai regardé hier ce qu'on y trouve et c'est expliqué comme cela. Donc le changement climatique n'est pas nié, mais il est attribué à des questions d'éléments de l'orbite de la Terre et de variation de l'activité solaire en premier lieu. Et donc c'est vraiment une manière malhonnête de présenter les choses. Je pense que vous allez être convaincus, il y a des spécialistes de la question dans la salle. Ensuite. Alors voilà, ça c'est quelque chose d'assez terrifiant aussi. C'est au début du mandat de Trump, l'aide internationale, quoi qu'on en pense, les États-Unis inondaient certains pays d'aide sur la santé. Bon, il y avait peut-être certains aspects contestables là-dedans, mais l'interruption brutale de ce qu'on appelle USAID est évaluée dans cet article du Lancet à plusieurs dizaines de millions de morts à long terme, si on ne fait rien. C'est une projection. Il faut juste comprendre que, par exemple, pour l'épidémie d'Ebola actuelle, on considère que donc dans l'Afrique de l'Est, il y a des retards qui ont été pris dans le signalement de l'épidémie, donc perte de chance qui est due directement à l'arrêt brutal et sans précaution de ces financements. Donc évidemment, idéalement, on aimerait bien que ces pays soient indépendants et n'aient pas recours à l'aide américaine, parfois intéressée pour produire des politiques de santé, mais l'effet, malheureusement, est massif. Alors là, je passe très rapidement. Bill Gates était un des financeurs aussi de la santé publique en Afrique. Il l'est toujours, et justement c'est ça qui est intéressant, pour continuer à avoir les bonnes grâces de Trump et pouvoir continuer à espérer d'avoir un jour le prix Nobel de la paix en éradiquant la polio, je crois. Il a fait amende honorable sur ses positions sur le climat, et donc il a publié cet article où il dit que finalement c'est pas si grave et qu'il vaut mieux préserver la santé des gens. J'ai donné cet exemple pour montrer comment la pression politique oriente la manière de présenter les choses. Et là, manifestement, dans cette slide, dans la suivante, on voit que Bill Gates, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est prêt à sacrifier, disons, ses positions sur le climat pour peu qu'on le laisse continuer à faire de la philanthropie en Afrique. Là, dans cette étude produite par des universitaires de New York, il remarque une dérégulation massive produite par les agences américaines. Donc ça résonne avec aussi des choses dont on parle actuellement en France, c'est les polluants éternels. Voilà, donc ça c'est un des premiers trucs que Robert Kennedy Jr., qui se présente pourtant comme un écolo, un promoteur de la nature, etc., en fait il a contribué, lui et ses collègues, à abaisser les degrés d'exigence sur la pollution des eaux et des manières de produire de la nourriture aux États-Unis. Voilà. Donc là on est dans un cas très intéressant qui, je pense, mérite d'être observé, c'est qu'en fait, il y a des attaques contre la science, mais ce n'est pas la science dans son entièreté qui est attaquée, c'est certains domaines scientifiques, d'autres au contraire sont promus,
Et tout ce qui va être promu, vous allez le voir, enfin vous en êtes déjà conscient, c'est tout ce qui concerne la technologie et tout ce qui est lié au pouvoir. Et donc là, M. Zeldin, le patron de l'EPA, annonce ici une très très grande campagne de dérégulation. Alors, on n'est pas exactement au niveau, enfin c'est d'un niveau considérablement supérieur avec les mêmes polémiques que l'on entend au niveau de l'Europe, mais c'est quelque part la même idée. C'est que la régulation empêche l'innovation et que pour soutenir nos entreprises, soutenir les startups, etc., il faut oublier les régulations, typiquement celles dont je parlais il y a un instant sur la pollution par les produits chimiques, les polluants éternels. Donc c'est ce que j'ai appelé en copiant l'innovation contre la science. C'est pas moi qui ai trouvé cette manière de formuler, mais j'ai oublié qui est l'auteur, je suis désolé. Et donc voilà, là je vais passer très très vite là-dessus. Ça se présente que la manière de gouverner est complètement dystopique et orwellienne. Elle est souvent présentée par des executive orders. Il y en a un qui est très fameux, qui est discuté dans notre article avec Michel Leduc, Restoring Gold Standard Science. Et c'est en fait, on prend les standards de la science pour les utiliser contre la science. On peut voir dans la suite. Peut-être on va directement à la slide d'après pour gagner du temps. Voilà, donc typiquement, dans cet executive order signé par Trump, il y a écrit que la science doit être reproductible, transparente, qu'il faut communiquer sur les erreurs et les incertitudes, qu'il faut encourager tout ce qui est collaboratif et interdisciplinaire, qu'il faut renforcer l'esprit critique et toujours questionner les hypothèses, encourager comment on dit en français, revue par les pairs. Voilà, ce genre de choses, revue par les pairs. Voilà, accepter aussi les résultats négatifs. Ça, c'est très très moderne. Hein. Vous savez que maintenant, il y a des journaux où on publie des résultats négatifs parce qu'il y a un biais de positivité dans la publication scientifique classique à l'ancienne. C'est beaucoup plus facile de publier un résultat qui produit quelque chose de nouveau plutôt que de dire qu'une expérience ne marche pas. Et puis, bien sûr, il insiste sur les conflits d'intérêts. Donc, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'évidemment, vous comprenez que tout dans la pratique de l'administration de Trump est contraire à ces principes. Mais ils sont pourtant affirmés dans une optique, en fait, qui est bien connue des spécialistes de ce qu'on appelle la fabrique du doute, qui ont identifié depuis longtemps que, précisément, demander la communication sur l'erreur et l'incertitude, c'est une manière justement de ralentir les procédures d'évaluation donc c'est typiquement déjà utilisé par Robert Kennedy Jr. sur les questions de santé publique, je crois, sur des questions de vaccins. Donc on met toujours en doute et on organise aussi, vous voyez, l'esprit critique est souvent mis en ce qu'on appelle l'esprit critique, c'est une sorte de free speech, tout le monde est invité à apporter de la critique et donc ça a un effet de diversion et de ralentir les choix. Bon, je vais passer là-dessus, c'est de la redite. Voilà, il y a tout, donc évidemment, là, c'est sur un executive order, encore sur le contrôle politique de l'attribution des bourses fédérales pour la recherche. Voilà. Donc, je pourrais vous communiquer ces slides, vous avez toutes sortes d'exemples. Je pense que j'ai oublié encore ce qu'il y a après, mais il y a tous les liens avec évidemment le complexe militaro-industriel. Donc ça, c'est quand même très très frappant de voir qu'il y a des domaines qui ne sont pas du tout oubliés. Hein. C'est tout ce qui est par exemple technologie quantique, intelligence artificielle, et aussi toutes sortes dans une zone intermédiaire entre la science, la technologie et l'industrie, des financements, une délégation à des entreprises privées d'un certain nombre d'activités voilà, de ces domaines-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces entreprises, celle-ci s'appelle Anduril, peut-être vous connaissez Palantir, il y a un certain nombre d'entreprises qui portent des noms tirés du Seigneur des Anneaux. On peut passer à la suite. Ça a été documenté récemment parce que voilà, donc celle-ci fabrique évidemment des armes low-tech.
il y a une sorte d'intérêt pour le low-tech tant qu'il est militaire. Et elle vient de passer un méga contrat pour fabriquer un peu l'équivalent américain des drones iraniens, qui sont une menace pour l'armée américaine. Là, ce type a fait la une des journaux il y a un mois parce qu'il a publié un manifeste sur politique où il critique d'ailleurs il parle spécifiquement de la France et par exemple de son niveau en mathématiques en disant voilà c'est super mais l'Europe et la France sont des pays perdus parce qu'ils ont perdu le combat de l'immigration essentiellement et que lui est déterminé à sauver les valeurs occidentales. Bien qu'il ait financé la campagne de Joe Biden et de Kamala Harris, il s'est mis au service de Trump et maintenant il est extrêmement actif sur ce front-là et avec vraiment un discours extrêmement inquiétant. On peut passer encore. Voilà, Peter Thiel, donc l'autre fondateur de Palantir, cette société obscure de services informatiques qui infiltre les États, y compris l'État français, et certaines entreprises aussi européennes. Cette slide ici n'est pas sur Palantir, mais elle est sur un truc qui me semble extrêmement important de noter. C'est une sorte de privatisation de l'activité de recherche. J'ai parlé tout à l'heure de Jed Evans, pour qui l'université est l'ennemi. Jed Evans est financé par Peter Thiel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la science. La Thiel Foundation est une manière de supporter la science de manière privée, extérieure au monde universitaire classique qui est considéré comme démocrate, wokiste, postmoderne, tout ce que vous voulez. Et donc dans l'obscurité de cette grande entreprise, on forme des gens par des bourses. C'est des entreprises extrêmement puissantes qui ont des budgets, des valorisations boursières complètement folles en tout cas, et qui peuvent développer une sorte de privatisation du savoir qu'on observe aussi par exemple dans mon domaine, dans les grandes firmes de l'intelligence artificielle maintenant publient des articles sur mathématiques de manière, pour l'instant relativement ouverte, mais avec cette optique qu'à terme, la recherche se fasse en dehors du monde universitaire, public et ouvert. Donc ça, c'est vraiment une déviance très inquiétante. Alors, et très rapidement, je vais passer sur la suite. Là, on passe oui, parce que si on veut passer aux questions... Voilà, bon, la corruption, je passe dessus. Voilà, juste pour signaler un truc que, vous voyez, la DARPA, c'est une agence américaine de financement de la recherche. Elle finance un programme qui s'appelle Exponential XMath. En dessous, sur la partie de la slide que l'on ne voit pas, il y aura marqué Exponentiating Mathematics. C'est vraiment l'idée de boucler justement la recherche en maths avec l'intelligence artificielle pour découvrir de nouvelles applications. Donc ça, c'est un domaine, typiquement le mien, qui n'est pas vraiment impacté fortement, disons, en tout cas, si vous vous intéressez à l'IA et à comment faire des maths avec de l'intelligence artificielle, vous êtes fortement soutenu par ce système trumpiste. Et dans la slide suivante, on voit Philippe Aghion, on peut passer à la suite directement, qui considère que c'est le modèle à suivre en France. Il le dit explicitement ici dans cette interview à France Culture. Et Philippe Aghion, c'est donc le prix Nobel d'économie récent. À la suite aussi, il s'est rendu... il a fait la une il y a quelques semaines en revendiquant le fait qu'il ait changé les programmes d'enseignement d'économie. Il s'attribue le fait qu'on ne lise plus Alternative économique au lycée. C'est vraiment, je trouve, extrêmement choquant le fait qu'une personne comme ça puisse revendiquer, et c'est probablement vrai d'ailleurs, le fait qu'il ait influencé des programmes éducatifs en France. Ensuite, oui, bon, je passe le Collège de France, une vieille polémique. Le Collège de France financé par Total Energy, c'en est encore une autre. Là, je pense qu'il faut rendre justice aussi aux élèves des grandes écoles qui vont mettre le nez dans le caca et trouver les contrats obscurs entre les institutions et les grandes entreprises, les grandes fondations privées. Voilà, ça a été mentionné déjà, la question d'agriculture. Voilà.
l'INRAE muré par les agriculteurs, la polémique sur les polluants qui a été mentionnée aussi. Voilà. Vous avez compris le truc, et si tu vas jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la dernière. Voilà. Ça fait le lien certainement avec un exposé qu'on aura cet après-midi de David Cheval-Arias, qui lui-même a été victime aussi d'intimidation et de méthodes qu'on peut mettre en lien avec des manipulations sur les réseaux sociaux, des choses qui sont très très identifiées aux États-Unis. Voilà, merci de votre attention. Bonjour. J'étais très intéressée par Regardez le micro. Ah pardon. J'étais très intéressée par les deux exposés sérieux. Mais je me pose une question. Vous utilisez, non pas vous, mais vous utilisez le terme technologie. Alors moi, j'ai toujours appris et aujourd'hui je suis inquiète par l'usage de ce terme technologie. Au lieu de technosciences, au lieu de technique contemporaine. Donc ma question est là. Technologie, pour moi, ça a toujours été l'étude des techniques. Oui, là, je pense que vous avez raison. Le vocabulaire mériterait d'être précisé. Le mot technologie, dans le langage courant, a plusieurs sens. Évidemment, je l'ai utilisé comme l'utilise par exemple dans le sens que nos politiciens utilisent, mais à l'origine, vous avez raison, je pense. Alors, pourquoi vous continuez? C'est la prof, c'est la prof. Allez, j'apprends en direct avec vous. Oui, merci pour votre exposé exhaustif. Simplement des remarques pour forcer le trait. Effectivement, un grand nombre de chercheurs à EPA, l'Agence pour l'environnement, ont été simplement, comme dirait Trump, fired, donc virés. Et par ailleurs, pour le climat, un endroit très respecté, notamment par nos chercheurs sur ces sujets-là, climatologues ou océanographes, la NOAA, budget coupé en deux. Et on pourrait multiplier les exemples, c'est-à-dire c'est une violence directe contre les institutions et les individus. Donc la résistance là, je me demande comment ça se passera si les mêmes choses arrivent en France, contre directement les individus, à l'intérieur même des institutions. Merci. Je prends la suite, je ne sais pas si vous voulez. Oui. Merci beaucoup pour les deux exposés. On entend dans le cas historique et dans le cas contemporain l'idée que le pouvoir politique va avoir tendance à soutenir les directions scientifiques qui lui conviennent davantage et à écraser ou mettre de côté les autres. Il y a un cas dans l'exemple contemporain qui me semble en décalage par rapport à ça, et c'est la fermeture du groupe de spectroscopie atomique du NIST. Alors là, pour le coup, on a l'impression qu'on est sur un truc qui tient plus de la construction de la bombe nucléaire ou des sciences de la nature. C'est une base de données qui recueille depuis très longtemps et qui fait référence sur des valeurs utilisées partout dans le monde de spectroatomique. Donc on est très très loin des questions de climat, de genre, de tout ça. Et pourtant, ça s'est fait dégager avec le reste. Est-ce que c'est une balle perdue? Est-ce que c'est d'imaginer que travailler sur des sciences fondamentales qui n'ont pas d'application et que du coup on va être protégé, c'est en fait un leurre? Est-ce qu'il y a attiré quelque chose de ce cas-là? Je ne sais pas si vous connaissiez avant que je le mette en avant, mais est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'ai peut-être un truc à dire là-dessus qui n'est pas exactement direct parce que je ne connais pas le cas, mais dans les pressions qui s'exercent sur la science, on a jusqu'ici indiqué essentiellement des pressions qui proviennent d'un pouvoir politique et d'un pouvoir politique en place avec l'appareil d'État dans ses mains. Okay.
Il y a d'autres pressions qui peuvent s'exercer sur la science, y compris pour faire annuler des domaines de recherche. Bon, des pressions politiques qui ont pu mener par exemple à l'arrêt de Superphénix en France. Dans le contexte du réchauffement climatique, on a mis un peu un coup d'arrêt à la recherche sur le nucléaire qui a pu avoir lieu, mais je pense aussi à des pressions qui peuvent venir d'ONG, de milieux militants, et par exemple, je vais vous donner un exemple très clair, la recherche sur les OGM en France a été abolie par la pression militante des anti-OGM. C'est plus possible de travailler sur des OGM en France et de faire de la recherche publique parce qu'on a vu des hordes de gens qui débarquaient dans les laboratoires et qui sabotaient les trucs. Donc les pressions sont multiples. Je ne sais pas laquelle s'exerce pour arriver à ce résultat-là, mais le schéma global, c'est qu'évidemment le pouvoir politique qui a l'appareil d'État en main est le plus dangereux parce que c'est le plus puissant. Mais y compris aux États-Unis, on a vu des phénomènes en sens inverse où par exemple dans un congrès des anthropologues, la notion de sexe a été interdite. Il fallait dire genre et il ne fallait pas dire sexe. Et il y avait des pressions qui s'exerçaient là-dedans, qui étaient des pressions en sens inverse de celles de Trump. Okay, celle de Trump est particulièrement dramatique parce qu'il a l'appareil d'État en main et il a une armée de fanatiques à son service. Mais des pressions sur la science, des pressions idéologiques. Quand Marcel Prenant disait la science est majeure et n'a pas besoin qu'on lui enseigne des systèmes de l'extérieur, etc., ça concerne beaucoup de systèmes philosophiques et militants. Je voudrais commenter quand même sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai une opinion différente, mais c'est pas grave. Sur l'arrêt de Superphénix, je vous conseille de lire les articles de Claire Le Renard du LAS de l'École des Ponts qui montrent que bon, c'est un narratif très très différent de ce qu'on entend, disons, dans les médias grand public, hein, sur l'histoire justement où il y aura une intervention, disons, des ONG, etc. Enfin, disons, ça, je tiens à préciser qu'il y a des recherches, disons, en histoire des sciences qui permettent, donc basées sur les archives du CEA, qui permettent d'avoir une vision un peu différente de ce qui s'est passé pour la question des réacteurs à neutrons rapides. Pour ce qui est des OGM aussi, cette situation que vous décrivez, elle est certainement liée justement au manque de clarté entre l'intervention justement des intérêts privés dans cette forme de recherche, des intérêts, comment dire, légaux, de la manière dont sont menés au niveau de l'Europe un certain nombre de choix, disons, normatifs, qui n'ont rien à voir avec la génétique, hein, ça je suis absolument d'accord, que les molécules, la génétique moléculaire, elle se fout de ces arguments, mais disons qu'en pratique, il y a des réactions épidermiques qui sont liées au fait qu'il y a un manque d'intégrité scientifique, au sens, un manque de... Enfin, intégrité, c'est pas le mot, un manque de firewall, disons, entre intérêt privé et recherche. Et ça, si vous voulez, je pense que ça serait de nature justement à changer considérablement la réaction du public si on était capable de garantir que telle ou telle recherche n'est pas influencée par des lobbies. Et oui. Je crois que c'est m'interroger sur l'exemple, c'est qu'il n'y a jamais eu une manif pour ou contre les transitions atomiques. C'est pas juste un manque de crédit? D'accord. Je voulais parler de la menace autoritaire sur l'explication des causes des inégalités scolaires liées aux origines sociales en France. Les constats sur les inégalités sociales, sur ces inégalités, l'existence de ces inégalités sont totalement incontestables. Cependant, il y a une pensée unique chez les socialistes de gauche, autorisés à gauche, dont la conséquence sont la création d'une prophétie autoréalisatrice vers l'échec chez les jeunes issus du milieu populaire, qui renforce ces inégalités. Et la deuxième chose, c'est qu'ils font une invisibilisation des mécanismes de psychologie cognitive et de sociologie qui expliquent ces inégalités. Et parce que c'est l'explication, les causes, comment elles sont produites, sont invisibilité, on n'arrive pas à les combattre. Je parle du fait qu'on a vu ça avec Stéphane Bonnery par exemple, que la principale cause, c'est que les enfants de milieu populaire n'ont pas appris à se concentrer pour apprendre dans leur famille, et donc c'est ça qui explique, mais c'est totalement l'invisibilité, ou les mécanismes autour de stéréotypes qui font qu'ils peuvent, et c'est des choses sur lesquelles on peut lutter.
Donc ma question c'est comment ça se fait que quelque chose comme ça existe depuis 30 ans et qu'on n'arrive pas à en lutter? Il y a vraiment une menace, une invisibilisation de ceux qui expliquent pourquoi et comment se créent ces stéréotypes. Je suis très éloigné de mon sujet de moi aussi. compétence. Donc je approfondissais. Vous n'êtes pas obligé Vagues idées, mais trop vagues pour dire quoi que ce soit. Gilbert. Attends, on va. Gilbert. Moi, je suis sensible à la manière dont on parle, et quand vous parlez des militants anti-OGM comme d'une horde de saboteurs, ça ne me paraît pas d'abord d'un registre neutre et objectif. Je pense qu'il y va d'une espèce de dénonciation expéditive et polémique. Bon, j'observe que personne ne mouffe dans la salle, mais personnellement, ça me révolte. Il a moufté. Et du coup, je voudrais revenir sur votre exposé initial, M. Kimno, c'est-à-dire que je trouve que la manière extrêmement expéditive que vous avez, au nom de votre ancrage ardéchois, de caricaturer Pierre Rabhi, et aussi l'idée de savoir situer, je ne défends pas Pierre Rabhi, mais je veux dire qu'il y va, et à ce moment-là, je vous écoute, et j'entends que vous présupposez une espèce de clivage évident entre quelque chose que vous appelez le scientifique et quelque chose que vous appelez la scientifique, voire l'anti-scientifique, sans aucunement interroger ou argumenter cette espèce de dichotomie que vous tenez pour acquise, alors même qu'il me semble que si on pense à une approche scientifique de la permaculture telle qu'elle existe aujourd'hui dans les universités ou les instituts d'agronomie, autrement dit l'hypothèse d'une agriculture qui ne ferait pas recours à des intrants chimiques, qui prendrait appui sur les ressources naturelles et qui du coup aurait des rendements parfois supérieurs à ceux de l'agriculture et qui permettrait effectivement de faire des économies en eau par rapport, et je vous entends, être scientifique, c'est effectivement tenir compte des rapports entre les choses, éventuellement des lois qui sont entre les choses, mais il y a là quelque chose qui me semble marginal dans votre exposé, mais quand même très important sur le fond, parce que vous allez de là à on voit aussi apparaître le féminisme et la notion de savoir situer, qui moi, me paraît extrêmement importante pour réfléchir justement à ce que c'est que la rationalité scientifique et à la manière dont, au sein même des rationalités scientifiques, peuvent s'introduire des effets de situation qui sont autant de biais dans la définition des objets, dans la définition des méthodologies, etc. Donc moi, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que ça me semble, si vous voulez, autant votre exposé sur Lysenko est c'est votre champ de compétence, mais d'une très grande précision, mais autant, vous voyez, cette sorte de philosophie d'accompagnement me semble, vous voyez, beaucoup trop rapide et en fait beaucoup trop dogmatique, et faisant l'impasse sur un certain nombre de vraies questions qui sont les nôtres, et notamment si on veut sortir de l'agro-industrie destructive qui est aujourd'hui la nôtre. Vous voulez que je réponde? Ouais, je vais aller très vite sur les hordes de fanatiques, parce que ça n'a pas réagi dans la salle quand j'ai parlé des fanatiques qui soutenaient Trump. Là, on dit fanatiques et on l'admet, et je n'ai pas à le démontrer. Donc, je vais vous le démontrer très rapidement sur les OGM, avec l'exemple des vignes de Colmar, qui était une expérimentation menée par l'INRA, pur service public, avec un protocole qui était agréé, ce qui, moi, me choque un peu en fonction de mes conceptions, par des associations écolos comme France Nature Environnement, qui étaient venues et qui vérifiaient le protocole en amont. Moi, j'aime pas trop l'idée qu'aucune ONG idéologique ou économique ne fasse pression et ne s'occupe du travail des scientifiques pour leur expliquer comment leur faire leur travail. Je suis plutôt sur la vieille ligne de l'union rationaliste de l'indépendance de la science, vous voyez. Et le fait que c'est comme ça, et c'était ça, les vignes de Colmar, ça n'a pas empêché des hordes de fanatiques de venir détruire tous ces plans qui appartenaient à la recherche publique totalement
déconnecté du privé et qui avait pour but de répondre à la question est-ce que par hasard ce plan OGM n'aurait pas des inconvénients, et on cherchait à vérifier les inconvénients qu'on n'a pas connus, et ça marchait pas très bien ce truc en plus. Donc je justifie en disant voilà, c'est ça ce que je décris. Ensuite, pour le reste... Pas une horde. Bon, je vous aurais dit une horde de fanatiques sur des Trumpistes, je pense que vous n'auriez pas réagi, parce qu'ils sont en groupe et ils viennent et ils cassent tout. Alors je vous dis, c'est une horde de fanatiques, ils agissent au nom de leur idéologie et ils détruisent du travail scientifique. J'appelle ça une horde de fanatiques, peut-être si vous voulez pas, on pas. Maintenant, sur le fond, la question des savoirs situés, c'est très important dans la lutte contre le Trumpisme. Parce que moi je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens, y compris qui se revendiquaient de la lutte contre le Trumpisme, qui ont forgé les outils intellectuels du relativisme qui se leur sont revenus en pleine face avec tout ce que tu as décrit après. Voilà. Vous inversez juste les trucs sur les concepts et vous avez cette idée de dire qu'une idéologie politique doit déterminer ce qui est admissible ou pas en science. Elle existait déjà avant dans des milieux qui aujourd'hui sont les victimes, et je vais être très solidaire de ça quand ils en sont les victimes. Mais au nom de la défense de l'indépendance de la science face à des pressions idéologiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Et sur Pierre Rabhi, mais moi je suis tout à fait pour qu'on fasse des recherches sur la permaculture. Enfin, en tant que citoyen, j'ai aucune expertise, rien, comme tout le monde. Mais qu'on fasse des recherches dans le cadre de l'INRAE avec des champs expérimentaux qui ont des groupes contrôle et des trucs selon les procédures et les normes de la science. Voilà. Si ça ressemble à du Pierre Rabhi, c'est autant du hasard que le fait que Lysenko a ressemblé aux biologistes lamarckiens de leur époque qui, eux, faisaient vraiment de la science. Ils ont été démentis après, mais ils faisaient vraiment de la science avec des méthodes scientifiques. Et Pierre Rabhi, je peux vous garantir, pour vous y être allé, ça n'a strictement aucun rapport avec de la science. Et moi, je préfère en rester à l'idée de dire, qui était celle des marxistes des années 30, qui disaient « peu importe les résultats de la science ». Peu importe les résultats de la science, nous les accepterons. La science doit être indépendante, avoir ses propres méthodes de définition du réel, et notre tâche, c'est d'accepter les résultats, quels qu'elles soient, sans arrière-pensée politique par rapport à leurs résultats. La génétique est toujours aujourd'hui victime de ce genre de choses. Elle est très impopulaire parmi des gens de gauche qui pensent que dès qu'on fait une recherche sur quoi que ce soit en génétique, c'est un danger de telle et telle orientation politique. En fait, on aurait des complots cachés, des idées derrière. Et dans mon livre, j'essaierai de montrer ça, que oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, ces trucs-là. Je suppose que tu vas vouloir répondre. J'ai une mémoire assez faible de la polémique sur les vignes à Colmar, mais j'ai le souvenir que le chercheur qui menait cette étude a écrit des textes très intéressants sur ce qui lui est arrivé, et qui, quelque part, remettre en perspective peut-être effectivement ce que vous dites est parfaitement vrai. Cette expérience de l'INRA a été indépendante de tout lobby, etc. Mais néanmoins, à l'échelle globale des expériences, en particulier des puissances des industries semencières, ça permet de, ces effets, disons, vous avez isolé quelque chose qui est particulièrement clair, mais dans un contexte beaucoup plus général où il y a une prise de conscience qui malheureusement n'est possible que grâce à des mobilisations militantes et pas du tout à la science institutionnelle classique qui est dans ces domaines-là complètement sous l'emprise de lobby, donc, est-ce qu'on peut plaquer ça au discours anti-vax? La même chose. La science institutionnelle et le service des laboratoires, etc. C'est exactement ce qui a été reproché à la stratégie du vaccin ARN messager. Et effectivement, il y a eu toutes ces théories disant que, ça c'était les anti-vax, que cette maladie avait été créée pour faire des profits aux entreprises. C'est exactement le même raisonnement. Donc ça c'est ce qu'on appelle du whataboutisme. Je vous parle des lobbies de l'agroalimentaire qui sont bien documentés. Il y a des recherches scientifiques sur ces sujets-là. En particulier, j'ai souvenir à Sorbonne Université d'avoir... Bien sûr qu'il y a des lobbies alimentaires. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait à l'INRAE est... C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est que j'ai pas du tout dit ça. Non, pas du tout. Je dis que la recherche est orientée par des biais de financement, par
par toutes sortes de pressions aussi qui sont malheureusement parfaitement documentées. Et sans les mouvements militants, on n'aurait pas eu, par exemple, la prise de conscience des problèmes liés purement au niveau légal, hein, des décisions qui se prennent à Bruxelles, par exemple, pour décréter qu'est-ce qui est un OGM, qu'est-ce qui n'est pas un OGM. Et là, enfin voilà, c'est des choses qui sont discutées dans le... Jean, Hélène prend la parole une seconde, puis Gilbert Cabasso, et on va déjeuner dans le dîner. Après, on va déjeuner. Hélène. Ouais, c'est juste une remarque. Dans toutes ces discussions, il y a des pressions politiques, notions philosophiques ou autres. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est quand on dit effectivement la science, la science, la patience, qui s'exprime. Autrement dit, à mon avis, le problème repose quand même dans toutes les discussions qui s'exprime au nom de la science. Et ça nous ramène au fait comment les scientifiques s'expriment-ils et d'une certaine façon, comment peut-on faire que ce soit une expression collective, à moins que ce soit le grand génie qui va retrouver le reste. Il me semble qu'il faut prêter attention à ça. Parce que les conditions qui permettent une expression collective qui ait du sens et quelque chose qui ne le permet pas du tout, eh ben, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Et on revient, pour revenir au changement climatique, etc., entre l'opinion d'un scientifique et une opinion construite avec des scientifiques qui devient collective, car la science, c'est collectif. Et il faut que ça trouve une place dans les difficultés à résoudre. Là, on va avoir un consensus. Très belle conclusion. Merci. C'est bien de conclure sur Gilbert, tu avais encore une question. Enfin, c'est juste une toute petite remarque à propos de Peter Thiel. Peter Thiel a été invité en France par l'Académie des sciences morales et politiques, à partir de Chantal Delsol, qui elle-même est, entre guillemets, une philosophe. C'est très inquiétant, institutionnellement, et pas seulement institutionnellement. Et reçu par le ministre... Absolument. Lequel Jean-Noël Barrot. Comment Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot. Okay. Et quand on connaît un tout petit peu l'horizon dans lequel un type comme Thiel fonctionne, c'est inquiétant quant à nos propres institutions et quant à notre... Enfin, on n'a pas trop réagi à ça. Et je trouve qu'il y a eu une défaillance de notre part aussi. Et qu'il faudrait peut-être envisager des formes de résistance différentes. Je ne sais pas si vous avez vu, on va envoyer 2 astronautes dans l'espace en 2027. Oui. Avec qui on fait ce contrat? Vous savez avec qui on fait? Qui c'est qui va envoyer les astronautes français? Avec des privés. C'est pas des privés, c'est des Trumpistes. Et c'est en fait, c'est donc une start-up qui est tenue par un oligarque des crypto-monnaies, hein, qui s'appelle VAST, qui fait une station spatiale internationale privée. Et la fusée, c'est celle d'Elon Musk. Oui. Voilà. Et c'est l'État français qui donne 150 millions d'euros à ces entreprises-là pour faire en plus une science, pour le coup, parmi vous, peut-être il y a des gens qui pourront essayer de me convaincre que ça vaut le coup d'envoyer de nouveau Thomas Pesquet dans l'espace, sachant que le budget du CNRS, vous l'entendez tous les jours dans vos institutions, il est sous une pression absolument incroyable. En mathématiques, le CIRM, par exemple, le centre de recherche, le centre de conférence qu'on a à Marseille, qui est un outil fondamental pour la recherche, il y a des subventions de l'ordre de 300 000 € qui sont mises sous pression et qui mettent en danger cet outil fondamental de la recherche. Merci. 2 dernières questions. Moi, je voudrais faire je suis ancienne journaliste, je suis journaliste toujours, mais anciennement à TF1, journaliste scientifique. Je voudrais faire une remarque à propos de l'INRA. Certes, l'INRA, il y a des chercheurs magnifiques et tout. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, Dominique se rappelle peut-être aussi, il y a une trentaine d'années, il y a un chercheur à l'INRA qui a tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, on est en train de tuer nos sols. » Avec tous les intrants chimiques qu'on met dans, les pesticides et ce qu'on veut, on est en train de tuer les sols. Qu'a fait l'INRA? L'INRA a tout fait pour casser la carrière scientifique de ce monsieur. Tout. Tout fait pour l'éjecter. Et pour qu'on n'en parle plus.
Mais aujourd'hui, voilà, on constate effectivement qu'une bonne partie des sols en France sont tués. Voilà. La position de l'INRA est maintenant complètement opposée. Hein. Il y a des personnes comme Marc-André Sellos, etc., qui ont le... Mais avant que ça se retourne, il a fallu une trentaine d'années. Dernière remarque du chef de Luc. Oui, il y a eu une petite manif quand même à l'Académie, je trouve que j'étais là, juste à la porte, une petite manif quand même le jour où il y a eu cette réception qui a été quand même très peu publicitée. Donc je voudrais poser une dernière question à Emmanuel, si tu pouvais revenir un petit peu sur la résistance faible, relativement faible, des universités américaines, parce que ça nous concerne, hein, parce que ça bientôt nous arrive aussi, la résistance faible, et pourquoi Stand Up for Science a été beaucoup moins vigoureux que pour le premier Trump, alors que ça concernait toutes les disciplines. Le premier stand-up avait été quand même une résistance contre les attaques des climatologues, et là, tout le monde est attaqué en ce moment. Pourquoi c'est si faible? C'est pas seulement parce que les gens ont peur de perdre leur poste, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. Alors moi je peux donner une explication purement financière, c'est parce qu'ils disent que les dons aux universités américaines ne seront plus déductibles. Or l'université américaine est très largement subventionnée et financée par des dons individuels, et à partir du moment où il n'y a pas le turbo qui dit vous pourrez déduire 90% de votre don des impôts que vous avez à payer, évidemment ça suscite un peu moins d'aide. Maintenant il y a peut-être une autre raison. Je vais parler avant Emmanuel pour te laisser finir, c'est toi le spécialiste sur cette question. Moi je trouve que sur cette question de la deuxième administration Trump par rapport à la première, moi je pense qu'il y a un effet de sidération. Oui. Y a-t-il une seule personne dans la salle qui pouvait dire je le voyais venir et je sentais que ça allait se passer comme ça? Des attaques de cette ampleur, avec cette force-là, moi je suis face à ça en disant moi j'avais aucune bille intellectuelle qui me permettait d'anticiper un tel phénomène, notamment parce que j'ai une espèce de lecture rationaliste du monde qui me fait qu'à un moment donné je pense qu'une grande puissance ne se tire pas des balles dans le pied en organisant elle-même la destruction de son propre service. Même moi je suis plutôt marxiste, vous voyez, et donc j'ai tendance à penser que l'appareil d'État bourgeois il est plus fort que les gens qui l'occupent ponctuellement à un moment donné, et qu'il y a des régulations qui sont faites par un appareil d'État structurel et fort. Et moi c'est ça ma grille de lecture du monde. Mais quand je vois ce que fait Trump et la manière dont il a mis au pas cet appareil d'État à son service, avec sans doute une force militante extérieure, pour moi il y a aussi l'effet de sidération qui joue dans la faible réaction qu'on observe face à l'ampleur des attaques, et je te laisse rebondir. Moi, mon interprétation qui est basée sur un exemple, en fait, malheureusement, je ne pourrais pas garantir que c'est la bonne. Donc une université en Pennsylvanie, a priori peu dépendante des financements fédéraux, va quand même poursuivre des politiques trumpistes, parce que en fait les financeurs privés qui sont fondamentaux pour faire tourner le système américain, les fondations, etc., en fait sont tenus par des personnes qui sont en même temps en contrat avec l'État américain, en particulier dans l'armement et dans l'informatique, enfin, dans les services. Voilà, des conflits d'intérêts, et donc du coup donc c'est une arme à double tranchant. On peut dire que les universités américaines sont largement indépendantes de certains financements, enfin certaines en tout cas sont indépendantes des financements fédéraux, mais néanmoins les financements privés, les fondations, les milliardaires, les philanthropes, ça a aussi ce genre d'effet-là, et c'est malheureusement une dynamique qu'on observe de plus en plus dans les universités françaises, hein, le recours à des chaires financées par des boîtes privées, toutes sortes un appel à la philanthropie, qui est rendu nécessaire par la faiblesse des budgets. Et qui sera donc moins solide pour la suite. Une petite dernière note d'espoir, j'ai trouvé que les Congress people, enfin les députés américains qui ont participé par exemple à la dernière conférence de Stand Up for Science étaient non pas confiants mais étaient très combatifs. Et de même, les juges américains ont tout de même réussi beaucoup de combats. Bon, Jean, si tu en es d'accord, on peut arrêter maintenant, et on reprendra à 14h10 pour ceux qui ont besoin d'une heure pour le déjeuner, mais précise.